on fait tous les deux de la création de contenu. Justement, on va parler de création de contenu un peu plus tard sur l'interview. Non, mais tu sais quoi, vas-y, présente-toi en quelques phrases, genre une ou deux phrases sans trop spoiler, voilà, etc. Mais juste, voilà, que les gens sachent qui tu es. Vas-y. Alors, moi, je m'appelle Raphaël Auriac. Je ne sais pas s'il y en a qui me connaissent ou pas du tout des réseaux. De base, j'étais dans les startups, donc j'avais cofondé une startup, de laquelle j'étais CMO. Puis finalement, j'ai basculé plutôt sur le côté agence et branding. Et voilà, je ne vais pas en dire plus. Ok, top. Du coup, ouais, moi, je vais parler juste rapidement du coup, de comment on s'est connu avec Raphaël. Donc, nous, on s'est connu comme avec Mohand aussi, qui est dans le chat ici, avec Startup Banlieue. Donc, Startup Banlieue, c'est une organisation, en gros, euh, qui tous les ans, en fait, font ce qu'on appelle le week-end Startup Banlieue. Et en gros, tu as des porteurs de projets, tu as des participants aussi, donc ceux qui n'ont pas de projet, mais qui viennent et qui se greffent sur des projets déjà existants. Et en fait, Raph était venu avec Mathias sur leur projet qui s'appelle MyNifty à l'époque. Et du coup, en fait, on s'est connus là. On a discuté un peu, et puis après, en fait, comme leur projet et notre projet ont été sélectionnés, on est passé sur le stade d'après avec Startup Banlieue, où on a été accompagné, il me semble, sur 6 mois. Et en fait, pendant les 6 mois, on s'est vu régulièrement, à peu près toutes les 2 semaines, etc. Et puis après Startup Banlieue aussi, on a gardé contact, et du coup, voilà, bah, nous voilà, hein, sur ma chaîne Twitch. Du coup, on va commencer sans plus tarder le vif du sujet, hein. Donc, alors, Raph, j'ai fait mes petites recherches, bien évidemment, j'ai fait mes petites recherches. Bon, je le connais aussi un peu, donc ça, Est-ce que tu ça, avais ça, vraiment besoin? ça aide un peu. Mais après, c'est vrai que sur le côté un peu scolaire, etc., moi, je ne savais pas trop. Enfin, moi, je te connaissais en tant que Raphaël, tu vois, designer, etc., UX, UI, blablabla, tu vois. Mais voilà, je ne savais pas trop bah, quelle étude tu avais fait, etc. Et du coup, je me balade un peu sur ton LinkedIn en tant que journaliste expérimenté, et je regarde un peu, voilà, ce que tu as fait Bien comme, préparé le live. exactement, ce que tu as fait comme diplôme, comme parcours scolaire et tout. Et puis là, je vois que effectivement, tu as fait un BTS en communication et publicité, si je dis pas de bêtises. Et Exactement, alors, c'est exactement déjà ça. plusieurs questions. Alors, déjà, parce que ce que tu fais actuellement, bon, on en a parlé un peu avant le live, tu vois, mais enfin, pour moi, ce que un BTS communication et publicité, enfin, même si aujourd'hui tu fais de la communication, etc., mais qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui sur ton activité d'entrepreneur? Est-ce que t'as des trucs que tu as pu récupérer de ton BTS, ou tu as fait un BTS pour faire un BTS? Alors là, mon gars, tu me lances sur un sujet. Écoute, moi, bon, si tu suis un peu mon contenu, tu sais que je suis pas trop fan de tout ce qui est éducation traditionnelle, système scolaire et tout. Je trouve ça un petit peu obsolète par rapport aux changements qu'il y a dans le monde de manière générale. Moi, j'aime bien dire que je suis un alumni de YouTube University. Euh, c'est là où j'ai fait mes vraies études. C'est là où j'ai tout appris. C'est sur YouTube, en vrai. J'ai 5 fois les heures d'apprentissage que j'ai eu en BTS sur YouTube minimum. Donc, en vrai, le gros de mon parcours, il est là-bas. Après, si tu me demandes le BTS, ce qui s'est passé, clairement, c'est extrêmement vide. Le programme est très très vide. En fait, après, je ne sais pas si c'est le cas de tous les BTS, hein, mais dans ce BTS-là, tu fais juste la même chose en deuxième année qu'en première année, mais de manière un petit peu plus approfondie. C'est-à-dire que ça dure 2 ans parce que sur le papier, c'est écrit qu'il faut que ça dure 2 ans, mais le programme, il pourrait être fait en 6 mois. Et je plaisante vraiment pas. Donc c'est un truc qui m'a énormément, énormément frustré. En vrai, le BTS, il est extrêmement mal vécu. Ça m'a rendu fou. La plupart des trucs que j'ai appris là-bas sur la communication traditionnelle et tout, c'est des trucs qui étaient obsolètes 2 ans après. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de sortir des trucs que j'avais appris en cours, en rendez-vous sur des trucs, ou de prendre des décisions en fonction des connaissances que j'avais apprises là-bas et de me ridiculiser. Donc j'ai décidé de faire une croix là-dessus. Il y a des choses que j'ai apprises qui sont restées, ça c'est vrai, surtout sur la partie sociologique, sur
certaines choses, mais c'est assez minoritaire par rapport à tout ce que j'ai appris. Donc voilà, j'ai décidé de faire une croix un peu dessus et de me former tout seul et je me vois plus comme un autodidacte qu'autre chose. OK. OK, OK. Très, 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 très intéressant. C'est vrai que plusieurs fois, hein, bah, moi qui te suis, bah, un peu sur tous les réseaux, hein, tu Ouais, plusieurs fois dit qu'effectivement, j'aime bien casser la gueule. ouais, que t'étais pas trop, pour, le système scolaire, classique qu'il y a actuellement et cetera et c'est vrai que, bah, sur YouTube, en fait, c'est aussi bon de le rappeler, hein, mais sur YouTube, aujourd'hui, en fait, on peut se former sur quasiment, n'importe quoi. Il y a tout le temps des formations, des vidéos et cetera, donc hyper intéressant et bah, du coup, enfin, toi, tu quand même, on te connaît quand même en tant que, heu, enfin, maintenant non, mais avant en tant que designer UX UI. C'est Ouais. quelque chose où enfin, t'es très bon là-dedans, enfin, tu fais de beau design, etc. Alors, du coup, la question, c'est, le design, tu l'as pas appris en BTS communication, j'imagine. Alors, Non. comment est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là d'expertise dans le design sans être passé sur la case scolaire classique, une école ou quoi que ce soit? Alors il y a trois choses. La première chose, c'est que en BTS, j'ai beau cracher dessus, la réalité, c'est que j'y ai été introduit, c'est-à-dire qu'on avait des cours de ce qu'on appelait PAO. Donc, j'y ai été brièvement introduit au logiciel de design. J'avais déjà ouvert Illustrator, Photoshop, etc. Donc, on va dire que ça, c'était la base technique. La grosse base que j'ai graphiquement, c'est que j'ai toujours aimé créer, construire, j'ai toujours eu une sensibilité pour ça. Donc, en fait, je m'en suis juste rendu compte tard, mais c'était un peu ma vocation et j'ai failli de base, avant de faire une école de com, je devais faire une école d'art. Donc voilà, j'ai été pris en école d'art. Dernier moment, parce que le business m'intéressait plus, donc je me suis dit non, c'est mort, je ne veux pas faire du fusain pendant un an. Je préfère apprendre des trucs concrets. Et donc je suis allé, j'ai bifurqué. Donc on va dire il y a ça. Et après, j'ai un gros unfair advantage qui est que quand j'étais ado, quand j'avais 15-16 ans, je faisais du graffiti. Donc pendant 2 ans et demi. Et je suis assez obsessionnel, donc j'ai fait littéralement que ça, que ça, toute la journée. Bien 10 heures par jour, dessiner des lettres, dessiner des lettres, dessiner des lettres, dessiner des lettres. Ce qui fait que j'avais des bases typographiques énormes. J'avais déjà un très bon œil, très bon sens et tout, qui était ultra affûté. Et j'ai juste un petit peu transposé ça à tout ce qui est design digital. Donc les deux vraies choses que j'ai dû apprendre, et ça je l'ai fait à 100% sur YouTube, c'est toutes les connaissances générales et les règles et les pratiques liées au design digital. Et la deuxième chose, c'est les techniques, donc les logiciels concrètement, de manière approfondie, comment tu utilises Illustrator, comment tu utilises Figma, etc. Donc ça, c'est les deux vraies choses que j'ai appris à 100% seul sur YouTube et en moins de 6 mois, pour être honnête. Ok, 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 ok. Mais ok, donc très clair. Donc tu avais déjà ouais, avec le graffiti, etc., déjà certaines bases et tout. Donc, tu étais déjà, en fait, disons, attiré par ce milieu-là. Enfin, c'est un Ouais, truc ouais, qui carrément. t'intéressait, c'est pas, ça arrivait d'un coup, etc. Ça arrivait petit à petit. Et du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que tu as pu capitaliser sur tes expériences passées, qui étaient, en fait, à peu près dans le même, enfin, dans le même monde, quoi, dans le monde enfin, des Mm. artistes, du dessin, etc. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis là, je me demande, tu vois, si demain, bah, tu as quelqu'un qui, justement, qui veut se lancer dans le design, qui veut faire de l'UX ou de l'UI, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est possible de se former en complet autodidacte en tant que designer web? Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est facile? Alors, est-ce que c'est facile? Non. Moi, je dirais que c'est un milieu où ça fait partie des choses et des métiers où tu as beau faire 5 ans d'études, ça ne te garantit pas d'être bon. C'est-à-dire que un truc que je compare souvent, c'est tu as des gamins, ils font 15 ans de foot, 15 ans de sport, peu importe. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont pros? Non. Et le truc avec les écoles de design, c'est que tu as 90% des designers qui n'ont pas le niveau pro. Ils ont beau avoir pratiqué 5 ans, ils n'ont pas le niveau. Et en fait, c'est un peu genre le passeport, genre ouais, mais moi j'ai fait mon école de design, machin, etc. Je suis professionnel, je suis payé pour faire ça. Ok, mais t'as pas le niveau, tu vois. Donc, moi j'ai tendance à dire en vrai, faites pas d'école. Genre, si vous n'êtes pas doué pour ça et si vous n'avez pas envie d'apprendre ça et que vous n'êtes pas passionné, vous serez pas bon. Que vous fassiez une école à 10 000 euros l'année ou que vous appreniez sur YouTube, dans les deux cas, vous ne serez pas bon, vous n'atteindrez pas le niveau pro. Par contre, si vous êtes quelqu'un de un peu destiné à ça, qui a des facilités là-dessus,
et que c'est une de vos forces, quitte à choisir entre l'école ou Internet, je choisis 1000 fois Internet. Après, encore une fois, ça n'engage que moi. Mais genre, moi, j'ai appris comme ça. Les meilleurs profs de design, ils sont sur Internet. Et en fait, c'est une discipline qui a 15 ans max. C'est un peu comme le dev en vrai. C'est-à-dire que les pratiques, elles changent en permanence. Donc, tu es tout le temps en auto-formation. D'une année sur l'autre, les tendances, elles changent. D'une année sur l'autre, les outils changent. D'une année sur l'autre, les pratiques changent. C'est un métier qui est trop jeune pour être enseigné de manière institutionnalisée. Dans le sens où, en fait, le temps de faire un changement dans le programme, que ça remonte en haut, que ça soit voté ou je ne sais pas comment ça se passe, que ça redescende dans le programme, ça fera 2 ans. En 2 ans, ce qu'ils ont voté, c'est mort. Donc, en fait, ce qui se passe en école de design, et après, j'y ai pas été, mais j'ai vu des portfolios, j'ai vu des trucs, j'ai bossé avec des gens qui sont en école de design, il y en a qui sont très très bons, mais malheureusement la grande majorité n'a pas le niveau. C'est que, en fait, par exemple, ils contractent des licences Adobe, donc ils bossaient sur Adobe XD qui était un des gros logiciels d'il y a 10 ans sur le design. Sauf que entre-temps, Figma est venu à rafler 100% du game et aujourd'hui, si tu bosses pas sur Figma, bah, je sais pas ce que tu fais, va sur Figma en fait. Donc, le truc, c'est qu'ils vont pas briser leur licence, Adobe XD, machin. Donc, en fait, tu as des designers, aujourd'hui en école, hein, tu as des, genre, des UX UI, je sais pas s'il y en a dans le chat, mais des UX UI qui bossent que sur Photoshop, tu vois. Et Ouais. c'est hallucinant. Je veux dire, c'est comme ça qu'on bossait il y a 15 ans. Aujourd'hui, genre, juste tout Figma, c'est gratuit. Tout vidéo, tu as des mecs comme Bastille en France qui font un travail de dingue. Moi, je l'ai Ouais, de beaucoup ouf. suivi. Alors, apprends tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Apprends tout Ouais. seul. Et la meilleure chose à faire, c'est de faire des vrais projets clients. Genre, je comprends pas. En fait, la quantité d'énergie perdue à bosser sur des projets fictifs, alors que tu as des centaines et des centaines de projets réels, tu vois, de gens qui portent vraiment des projets, qui n'ont pas de designer, qui n'ont rien, qui diraient oui 1000 fois à un designer gratos, tu vois. Au moins, ça fait avancer. Tu as des vraies C'est contraintes, vrai. tu as des C'est vrais vrai, c'est trucs. vrai. Je confirme Encore une ces fois, dires, c'est hein. comme le dev. Alors, ça n'a pas de sens, tu vois. Moi, il Ouais. y a trop de trucs qui font pas de sens dans le système scolaire et dans l'apprentissage en général pour que je valide le truc, tu vois. Genre, c'est que des OK. incohérences partout. OK, OK. Et ça confirme aussi dans le chat tes dires, donc c'est cool. Ok. On réfléchit Ah oui. tous de la même manière. Mais du coup, ouais, donc là, tu parlais un peu de projets clients, etc. Et si je me trompe pas, en fait, après que tu aies fait ton BTS, etc., t'as eu plusieurs expériences en tant que freelance, si je dis pas de bêtises. Euh, Ouais. du coup, j'imagine que c'est un peu l'étape qui t'a endurci, qui t'a formé, qui t'a posé les fondations un peu Ouais. de ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que quels enseignements en fait t'as tiré de parce que là actuellement tu fais plus vraiment enfin t'en fais plus du tout quoi du freelancing enfin Ah tu le ouais, non, j'en fais fais plus là. enfin tu prends des projets mais dans une autre dimension dans un autre contexte Ouais, etc. j'essaye d'avoir du leverage, quoi. Ouais, mais en tant Mais que bon, du, on en du coup parlera après. Mais... ces années-là, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que t'as appris en fait de ces expériences-là en tant que freelance? Ouais, bah, moi, c'était un peu ma traversée du désert, tu vois. Genre, sur un an. Donc, en fait, peut-être pour nuancer ce que j'ai dit avant, alors, je pense qu'effectivement, vaut mieux apprendre seul et sur YouTube. Mais par contre, pour entrer dans le monde professionnel, je pense qu'il vaut mieux bosser en agence ou trouver. En fait, c'est très très dur de démarrer par le freelancing parce que quand tu pars avec un niveau zéro déjà de projet concret à montrer et avec un niveau zéro de réseau, c'est très très dur de te faire une place. Et là, tu vois, ceux qui sortent de l'école, ils sont peut-être plus avantagés. Donc, moi, je dirais, vaut mieux contacter des startups, contacter des gens sur les réseaux, essayer de trouver un CDI, quoi. Genre, je te conseille pas de démarrer en freelance. Moi, je l'ai fait parce que j'ai un ADN d'entrepreneur et que je savais que j'allais tenir la route, tu vois. Mais moi, encore une fois, je me définis pas comme un designer, mais plus comme un entrepreneur. Ce que je dis, c'est que le design, c'est un skill que je pratique à niveau pro, mais de base, c'est plus une passion, quoi. C'est pas ce qui m'anime dans la vie. Et c'est pas comme ça que je me définis, tu vois. Donc, ouais, si vraiment tu es en mode, moi, le design, c'est mon kiff, machin, déjà, vaut mieux déjà présenter son travail sur les réseaux très rapidement, le plus vite possible, créer un Behance, créer un Dribble. Moi, j'aurais tendance à dire, fuck les portfolios, honnêtement. C'est éclaté. Enfin, genre, tu t'envoies un lien, un truc, pourquoi je ferais un portfolio? Ou alors, quand tu le fais bien. C'est Seb sur Twitter qui en parlait, mais il disait, genre, la plupart des designers UX, ils se creusent la tête de fou pour un produit et tout, pour le faire vraiment sur une expérience et le penser pour l'utilisateur. Mais quand il s'agit de faire leur portfolio,
Ils sont en mode ah ben je mets l'image là, l'image là, l'image là. Non, construis le portfolio pour le mec qui va te recruter, tu vois. Qu'est-ce qu'il a envie de voir en premier? Quelles sont les questions qui se posent? C'est limite du copywriting en fait. Donc si tu fais un portfolio, fais-le bien. Sinon, tu as des trucs comme Behance, Dribble, Twitter, genre inonder les réseaux un maximum. Je pense qu'en moins de 2 mois, tu as des opportunités déjà de CDI. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire d'études. D'ailleurs, personne ne demande les diplômes aujourd'hui. Moi, jamais de ma vie, on m'a demandé un diplôme. Que ce soit Ouais. quand je bossais comme vendeur caissier, on m'a pas recruté sur mon diplôme. Quand j'ai bossé en agence, en freelance, en ce que tu veux, personne ne m'a jamais rien demandé. Une seule fois dans ma vie, c'est une cliente qui m'a demandé mon parcours, mais c'est tout. Donc Hmm. honnêtement, Moi, voilà. moi, en tout cas, moi, c'est pareil vis-à-vis des diplômes. Moi, on m'a jamais demandé non plus. Ouais, présente-moi. Du coup, ça me saoule un peu parce que j'ai fait un bac plus 5 et je l'ai fait notamment pour cadre, etc. Mais en fait, au final, tu te rends compte que dans le monde pro, les gens ils regardent surtout tes skills et ils s'en fichent un peu de. T'as fait. Enfin, du moment que t'es fort, en fait, si t'es fort et t'es bon dans ce que tu fais, les gens ils s'en foutent de ton diplôme. Parce que eux, ils veulent juste tes skills et que tu viennes de telle école ou telle école, au final, eux, ils s'en fichent un peu, quoi, tu vois. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, toi, Ouais. du coup, ouais, donc le freelancing, c'était un peu dans la continuité de ton entre guillemets, enfin, ton objectif d'être un entrepreneur accompli entre guillemets. Donc, en gros, être Ouais. indépendant, ne pas être en CDI, etc. Vraiment compter que sur toi-même. Et, du coup, bah, comme on le sait, hein, le freelance, ça peut être très facile comme très compliqué. Tout dépend du profil, du réseau que tu as, etc. Et c'est vrai que les débuts en tant que freelance sont souvent très compliqués quand t'as pas trop de réseau. Trouver tes premiers clients, etc. Sachant qu'au début, tu sais pas trop combien Ah, c'est facturer, machin. c'est une galère. C'est Une beaucoup de galère. problématiques. Mais en tout cas, sur la longue durée, enfin après, une fois que tu as ton carnet d'adresses, etc., ça roule tout seul, normalement. Euh, ok, très clair. Du coup, là, on va parler un peu de. Du coup, on continue le cheminement, hein, de ton merveilleux parcours, bien Ouais. évidemment. Du coup, après avoir fait plusieurs expériences en tant que freelance, etc., donc tu as pris en expérience, etc., tu t'es amélioré et tout. Et là, tu arrives sur MyNifty. Tu arrives sur MyNifty. Ouais. Donc, ça, c'est dans ce cadre de ce projet-là que moi, je t'ai connu à Startup Banlieue. Donc Mm. déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de bah, qu'est-ce que MyNifty, comment et aussi comment est-ce que tu as rejoint l'aventure MyNifty? Ouais, ben, je vais expliquer un petit peu. Donc, en fait, moi, si vous voulez, mon parcours, donc j'ai fait mon BTS à 20 ans, je sors de l'école. Je suis en mode, je retournerai jamais en cours de ma vie, 100% c'est sûr. J'ai envie de monter une boîte. Sauf que, voilà, j'étais un petit peu naïf à l'époque. J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai trouvé un taf comme vendeur caissier. Je devais rester 9 mois. Finalement, je suis resté 3 ans. En vrai, je me plaisais de ouf là-bas, etc. Mais je faisais rien à côté. Puis un jour, je me suis dit, gros, quand même, là, t'arrives sur 22, 23. Les trucs d'être millionnaire à 30 ans, c'est bien, mais faut faire les choses, tu vois, Ouais. si tu veux y arriver. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tac, appli mobile, j'aime bien ça. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai appris le design. J'ai voulu faire une appli mobile. Vu mes appétences pour tout ce qui est design et tout, je savais déjà à l'avance que c'était moi qui allais faire tout ce qui est logo et design. Et en fait, j'ai découvert comme ça, donc je me suis auto-formé avec cette appli. Au final, j'ai fait un taf de ouf, mais qui était un taf de design et pas d'entrepreneuriat. Donc, j'ai jamais sorti le truc. Puis à la fin, j'ai quitté mon taf. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai eu une année assez difficile. Je crois que c'était l'année 2021 où voilà, très compliqué. J'ai mis près de 7 mois à avoir ma rupture conventionnelle. J'avais eu une grosse blessure. Enfin, j'avais été alité pendant 1 mois et demi. Plein de trucs dans ma vie perso qui ont fait que ça avait un peu ramé à ce moment-là. Mhm. J'ai fini par quitter mon taf. Et j'ai quitté mon taf en mode go prendre le chômage. J'ai 2 ans pour générer le même niveau de revenu que avec mon taf, sachant que j'étais payé au SMIC, tu vois. Donc je me suis dit, on se débrouille, on va faire ça tout seul, on va faire du freelancing, on va monter une boîte. Je sais pas, mais dans 2 ans, je sors de là et je suis indépendant. Et donc je sors, et à côté, j'avais un de mes meilleurs potes, qui s'appelle Mathias, qui, en fait, on était tous les deux assez passionnés d'entrepreneuriat, sauf que lui, il avait poursuivi des études là-dedans. Donc moi, je travaillais, et lui, il était en train de monter une boîte, parce que sur sa dernière année d'études, dans tous les cas, il devait monter un projet, un vrai projet à présenter. Donc voilà, il avait monté ce truc. MyNifty, c'était un distributeur de produits d'hygiène. Donc un distributeur classique à la base. Ça s'appelait Nifty à l'époque.
Ça s'appelait même Beauté Express. Beauté Express, ça s'appelait. Et donc voilà. Et là, ça faisait à peine 2 mois que j'avais quitté mon taf et lui, il arrivait au chômage en même temps. Donc on était tous les deux chez Pôle Emploi en même temps, avec des aspirations à devenir entrepreneur. Donc là, il y avait un truc à faire, quoi. Donc au début, on se lance dans des trucs style genre achat-revente d'objets de luxe. Donc j'ai tenté ça aussi. On a acheté une Rolex aux enchères. Il y a peu de gens qui le savent, ça. Je commence à la raconter, cette anecdote. Mais ouais, on a acheté une Rolex 11 000 euros ou 12 000 euros aux enchères. On a revendu 2 ans plus tard avec 1 000 euros de bénéfices. Mais genre, tout le reste, c'était genre éclaté au sol. Donc, vraiment, expérience loupée à mort. En plus, on stressait parce qu'on n'arrivait pas à la vendre. Et à côté, il y avait MyNifty. Donc, vu que je bossais un peu avec lui, je commençais à lui donner des conseils sur MyNifty et tout. Et à un moment, il me dit, ouais, là, on va faire une appli mobile et un site web. Et on va bosser avec des développeurs je sais plus quelle université, Paris Nord, je sais plus quoi. Une équipe de 6 développeurs, c'est des étudiants en deuxième année et ils vont faire ça. Et j'ai Ok. dit, gros, là, si tu fais ça, faut que tu me laisses faire tout ce qui est design et tout. Genre, moi, j'en ai besoin, je suis en train de me lancer en tant que freelance, ça m'intéresse à mort, machin. Et donc, on se lance là-dessus. Donc, moi, je manage les développeurs et tout. En vrai, pour moi, c'était un peu un truc de fou. Je fais les designs, j'apprends énormément de choses, Ouais. notamment sur la partie dev que je connaissais pas du tout. Et après, bah, petit à petit, je rentre dans la stratégie, quoi. Je rentre dans le truc, je me mets limite à temps plein dessus. Je dis, OK, on part sur un rebranding et tout machin. Donc on le fait. Et puis après, vers février-mars, c'est le moment de vraiment lancer la boîte. Et là, bah, évidemment, la discussion s'est posée, genre que je prenne des parts dedans. Donc je Ok. prends 20% dans la boîte. Ok. Il y avait un autre associé qui, lui, entre-temps, est parti aux États-Unis. Ah. Et il avait des pourcentages dans la boîte, mais il bossait pas dessus. Donc on a eu des petites galères pour qu'il puisse partir. On l'a même dédommagé. Au final, même carrément, dans cette histoire, parce qu'on est tous endettés là, dans cette histoire. Mon Ah. pote, il est endetté de 7-8 000 euros. Moi, je suis endetté de 2 000 ou 2 500 euros. Ok. Et le troisième associé, il est parti avec 2 000 euros dans sa poche. Ah Donc, ouais. sans rancune, hein, c'est comme ça, hein, mais voilà. En vrai, je dirais une des erreurs qu'il y a beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ce truc, mais en vrai, c'est tellement réel. Genre, quand il y a une idée ou une boîte, une effervescence, les gens, ils veulent trop genre donner des parts à tout le monde, c'est du style, ouais, Ouais. le poteau Jean-Luc là qui a proposé 3 noms au bord de la table, genre vas-y, lui il prend 5%, lui machin, tu vois. Et Hmm. après, tu te retrouves avec des mecs qui foutent rien. Et si jamais la boîte elle décolle, pour virer ces gens-là, c'est une Ah, galère. Mais ouais. vraiment, c'est une galère. Donc, si jamais vous voulez faire des statuts, et de toute façon, je pense qu'il faut pas faire enfin, pas commencer par faire les statuts quand on crée une boîte, il faut commencer par juste ship un produit. Mais si vous êtes à un moment où on crée la boîte et tout, genre distribuez pas les pourcentages comme ça, comme des bonbons ou machin, genre c'est très très important. Et moi j'en ai fait les frais. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc MyNifty, tac, on fait 6 mois plus tard, on fait Startup Banlieue, on se rencontre. Après on continue, on continue. Moi à côté je fais du freelancing, c'est là où c'est un Ok. peu ma période un petit peu morte. Puis au bout d'un an et demi, en vrai on a fait plein de trucs cool, hein. Du coup on a eu ce financement. On avait fait la finale, là, toi aussi tu l'as faite, Ouais. on avait pitché devant 500 personnes au Grand Rex, nous on avait eu un prix aussi à la BPI. Enfin en gros, ce que j'aime bien dire, c'est genre toutes les petites étapes du start-upper parfait, sauf que ça ramène zéro cash. Ouais. Genre on est tous partis avec zéro et comme je t'ai dit, moi je suis endetté, aujourd'hui tous les mois je verse de l'argent à la BPI, tu vois, Hmm. depuis mon compte perso. Donc génial de jouer les petits start-upers d'avoir des 250 likes sur LinkedIn. Mais tu vois, genre, Ouais. c'est pas, on n'est pas fait pour jouer à ça. Ouais. Donc moi, à ce moment-là, ça c'était, on va dire, vers janvier, février 2023, je Ok. commence à avoir un rejet de tout ça. Tu vois. Je me dis, ce, Hmm. ce truc-là, ça me rend fou. Ok. Ça me rend fou. Et je dis, je veux lancer mon truc, je veux lancer une agence de design. Je veux arrêter Ok. d'échanger mon temps contre de l'argent, donc je veux pas faire de freelancing. Mhm. Je veux vendre du design à des startups. Et si la startup, elle décolle pas, moi, je pars là-dessus. Et du coup, je lance mon agence, donc la rampe, en mai. Et je le fais de manière un peu particulière, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a la mode des agences productisées qui arrive en France. Moi, en fait, j'avais été un des premiers sur le marché français à faire du design en productisé. Sauf que la Alors, plupart des gens sur le marché français le font en mode. ouais. Ouais, Est-ce que tu peux juste expliquer pour les gens qu'est-ce que c'est une agence productisée et qu'est-ce que c'est ouais, aussi ouais. bah, du coup du design productisé?
Ouais, 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 excuse-moi, je suis parti Non, en t'inquiète. besogne. Euh, alors en fait, productiser, c'est l'idée de vendre un service comme tu vendrais un produit. Donc en fait, tu as un outcome qui est clair, c'est-à-dire, par exemple, tu as tant de short content ou tant de design par mois, et tu as exactement, donc tout est listé, c'est un produit fini, ton service est un produit fini, il n'y a pas de sur-mesure. C'est comme si tu pouvais le prendre sur l'étagère, le ramener à la caisse, payer et partir avec. Donc ça, Ok. c'est le service productisé. Ça a de nombreux avantages parce qu'en fait, tu es dans de la répétition pure, donc en fait, tu peux passer à l'échelle rapidement, tu as moins d'incertitudes, les revenus, ils sont plus... Enfin, ça a énormément d'avantages. Et donc c'est une mode, et la mode aux États-Unis, c'était le design en illimité. C'est-à-dire tu payes un prix fixe par mois, genre 2000 euros, et tu as du design en illimité. Et ça, on le voit beaucoup maintenant sur Twitter Ok. et en France. Et donc ça, c'est le modèle classique du design productisé. Et moi, j'ai fait du design productisé en one shot. C'est-à-dire que je vendais soit une landing page, soit une identité graphique, soit les deux en même temps. Et c'était sur mon site et c'était présenté comme un SaaS. C'est-à-dire que tu avais trois cartes avec le prix, exactement ce que tu vas avoir, un bouton pour acheter maintenant, Ouais. et derrière ce bouton, il y avait un lien Stripe. Et derrière ce lien Stripe, il y avait une automatisation avec genre envoi d'email de bienvenue. Dans cet email de bienvenue, il y avait un bouton genre répondre à un questionnaire. Ok. Donc ça menait à un typeform. Là, il y avait un typeform où je prenais le brief. Et à la fin du typeform, il y avait une intégration Calendly où tu prenais un appel de 30 minutes pour finaliser l'onboarding. En fait, Ok. tout était automatisé. Donc, vous voyez un peu les avantages du modèle quoi, comparé à une agence classique où genre c'est bonjour, quels sont vos besoins, on vous envoie un devis dans 2 semaines, 3 semaines pour payer. Tac, ce mois-ci, on vend un produit 50 000 balles, on mobilise toute l'équipe dessus. Le mois prochain, on vend un site web à 2000 euros. Tu vois, genre, il n'y a aucune prédictibilité, il n'y a aucune. C'est très compliqué, quoi. Le modèle Parce, d'agence, pour moi, parce il que est KO parfait, genre toi, vraiment. du coup, en gros, euh, dans ton agence productisée, ce que tu vas faire aussi, c'est du coup poser des modèles, des limites sur chaque offre. C'est-à-dire qu'en mode, la personne, elle arrive pour une landing page, elle te paye, par exemple, je sais pas moi, 2000 balles pour la landing page, et en fait, toi, tu as déjà, j'imagine, alors pas des designs déjà tout faits, mais tu as déjà des modèles, des squelettes déjà préétablis, ce qui te permet d'aller plus vite. Après, il y a quand même une recherche derrière sur si jamais il y a besoin sur le design, etc. Mais en gros, euh, la grosse plus-value de ton truc, c'est que par rapport à une agence classique qui va devoir tout recréer de A à Z, etc., et que c'est vraiment du sur-mesure de A à Z, toi, en fait, tu utilises ce qui marche actuellement dans les landing pages, etc., et tu l'adaptes au client sans trop aller dans le truc, le détail. Est-ce que c'est ça ou... Parce que je te vois un peu Ouais, hocher la tête bah, sur les c'est côtés, ça. donc... Non, non, Ok, c'est ça. C'est juste que, en fait, c'est là où justement, moi, j'ai fait une erreur. C'est que quand tu fais ça, c'est un prix pas très élevé. ouais, Et justement, en fait, si tu veux que ça fonctionne, et ce qu'ils font et où ça fonctionne aujourd'hui, c'est tu as tout qui est templatisé en fait. Tu as des templates pour tout, et ok. comme ça, tu as peu de frais, etc. Et moi, j'ai fait trop du sur-mesure. Si Hmm, tu veux, le processus, il était entièrement. Il y avait un système, euh, mes structures de landing page et tout, mais il y avait quand même une partie de vraiment. Personnalisé où c'était le copywriting déjà, où je faisais le copywriting pour les clients. Et j'ai encore quelques clients hein, sur ces offres-là, donc je le fais encore. Et donc voilà, le copywriting, le design, je le faisais de A à Z, l'identité, je la faisais de A à Z. Et en fait, moi, ce que je livrais, c'était moi qui faisais tout. Ce que je livrais, c'était un truc d'une qualité, on va pas se mentir, largement au-dessus de ce qui se vend pour le même prix, ouais, avec encore plus de features pour moins cher. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais. ça tient pas. Et moi, j'étais tout seul. Hmm, Donc, je vends un truc, un outcome d'une qualité 5 fois supérieure à ce que je fais. Je suis tout seul pour gérer le truc. C'est pas cher. Et en plus de ça, je vends encore plus de trucs pour ce prix-là. Et c'est pour ouais. ça que ça, c'est un peu. Bon, on en parlera peut-être après, mais c'est pour ça que je suis en train de me sortir de ce piège-là Ouais. et de me barrer vite, quoi, parce que c'est trop compliqué pour moi. Mais justement, du coup, sur la rampe, en fait, toi, tu étais spécialisé. Enfin, ta promesse, c'était justement, en gros, tu es une startup, tu vas potentiellement lever des fonds, donc tu as besoin d'avoir une bonne landing page, etc. Enfin, pour X ou Y raison, tu as besoin d'avoir
une, Ouais, où tu lances un produit, ouais. ouais, c'est ça. Et donc en fait, enfin on te contacte et du coup ce qui était trop bien, enfin je dis ça parce qu'en fait nous dans un projet qu'on a fait justement avec, Mand et Youssef, en fait on a fait appel au service Ouais, ouais, c'est vrai. de RAF. C'est vrai, et j'avais oublié hem carrément. et nous on trouvait le processus, hyper cool parce qu'en fait, heu, en gros tu arrives sur le site, tu choisis ton offre, tu cliques sur le bouton acheter, tac, 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 tu payes et tout. Et en fait, après, tu arrives directement sur un formulaire et en fait, tu remplis. Et c'est pas le genre de formulaire hyper chiant et tout, mais c'est en gros le formulaire où il va te poser des questions vraiment sur qu'est-ce que. Enfin, en Le quoi ton business, hein, produit, grosso ouais, le modo. business, la valeur, etc., les sentiments que Ouais, euh, tu veux partager à tes utilisateurs, comment tu veux qu'ils se ressentent, enfin, comment tu veux qu'ils se sentent quand ils arrivent sur ta landing page, etc. Donc des trucs assez poussés et tout. Et une fois que tu as rempli tout ça, tu bookes un call avec lui via Calendly. Et puis après, en gros, tu discutes un peu avec lui par rapport au questionnaire, etc. Qu'est-ce que tu veux précisément et tout, tu vois. Mais du coup, le truc est assez rapide et très automatisé. Moi, personnellement, j'aime bien quand c'est comme ça. Parce que du coup, c'est rapide et tout, et t'as pas besoin d'appeler la personne, ouais, en fait, je veux ça, machin et tout, et faire des appels d'1 heure et tout. Et du coup, ça, c'était ton offre et qui était vraiment dédiée aux startups, etc. Et moi, il y a un point enfin, dont tu avais parlé, notamment sur LinkedIn, parce que en fait, quand tu lances la rampe, tu sacrifies tout le reste de tes projets. Tu es 100% focus ah sur la OK. rampe. Et en plus de ça, moi c'était un post qui m'avait un peu marqué aussi, je t'avoue, c'est que tu avais laissé, je crois, l'aide Pôle emploi ou quelque chose comme ça, que tu touchais pour, Ah ouais, pour te mettre, en fait, entre guillemets, dos au mur et dans une situation où tu es obligé de réussir. ouais, T'as pas d'autre choix que de réussir parce que dans tous les cas, t'as pas l'État qui va te verser de l'argent ou machin. Donc, tu es obligé de faire du chiffre. c'est le côté rapide, ça. Et du coup, Ouais. enfin, de ce que j'ai vu autour de moi, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Et du coup, ma Mmh. question, c'est, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plus, enfin, qui t'a apporté? Est-ce que ça a payé de faire ce move-là? Ouais. Ou est-ce qu'au contraire, ça t'a plus mis Mmh. dans la difficulté, enfin, trop dans la difficulté par rapport à ta situation? Alors, ça c'est vraiment une très bonne question parce que là, je suis en train d'identifier un pattern que j'ai où en fait, je fais exprès de me mettre dans cette situation-là et là, je suis en train de le refaire, en fait. Donc je vais pour reprendre un petit peu, au départ, effectivement, donc moi, j'avais, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'étais, sous aide Pôle emploi et donc quand j'ai lancé la rampe, j'ai commencé à faire du chiffre, en fait, ça a marché immédiatement et donc voilà, j'avais ces aides-là et au bout d'un moment, j'étais en mode la rampe, ça fait pas de croissance. Je me sens pas proche. L'argent, c'est comme si c'était pas du vrai argent. Je peux pas me verser le salaire. Enfin bref, j'avais plein de galères et j'étais en mode ah c'est et puis ça me faisait chier de dépendre du gouvernement, tu vois. Genre t'es un entrepreneur mais t'es chez Pôle Emploi, genre je sais pas. Donc il y a un moment où j'ai commencé à me dire ouais est-ce que genre je sentais que le problème de fond c'était ça. Et des fois t'as des trucs où genre tu sais ce que tu dois faire mais tu le fais pas et tu te mens à toi-même. Et je savais que je devais genre couper les aides et je me mentais. Puis j'avais un mastermind et dans le mastermind j'ai dit ça et j'ai proposé, j'ai dit en fait dans le concept de notre mastermind c'était genre chaque semaine on doit faire un truc qui est quoi déjà le mot? Et genre audace, c'était genre audace, inconfort et genre on devait faire une action comme ça, tu vois, qu'on s'engageait à faire. Moi j'ai Est-ce que, dit est-ce que tu peux définir enfin, ce que c'est le mastermind? Enfin, moi, je ah sais oui, ce que oui, c'est oui. parce qu'on en a déjà parlé, Ouais, mais pour. ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, en fait, c'est tout simplement un appel, on va dire, de groupe que tu fais genre toutes les semaines, tous les mois, peu importe. Et en fait, c'est entre entrepreneurs et chacun va partager ses problèmes. Et le but, c'est de s'entraider en fait sur nos problèmes. Donc moi, j'étais dans un mastermind avec ben, un créateur YouTube que je citerai pas, un coach et un autre qui a une agence. Et donc voilà, on faisait ça toutes les semaines. Et ouais, du coup, j'ai dit, ouais, est-ce que vous pensez que je devrais couper les aides? Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que 99% de la population a dit, mais non, mais t'es malade, la sécurité, machin. Et ils m'ont dit, vas-y, fais-le, fais-le, saute dans le vide. Et moi, j'étais là en mode, let's go, je le fais. Du coup, je l'ai fait. J'ai résilié Pôle emploi. Je me suis retrouvé avec rien. Ok, Après, j'ai changé de statut d'entreprise pour pouvoir me payer rapidement, d'accord. sans trop me faire taxer, quoi. Ouais.
Et ouais, je l'ai fait et ça, c'était, quand? En novembre. Novembre et OK. là, on arrive bientôt en mars. Ouais. Donc, a priori, je suis encore en vie. Ouais. J'ai même un meilleur niveau de vie. Mais genre, ce que j'allais dire, c'est que là où j'ai l'impression que j'ai détecté un pattern, c'est que, en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis obsédé par la performance, tu vois. Ouais. Le sport toute ma vie. Tout ce que je fais, j'ai besoin de performer au plus haut niveau possible. OK. Et je suis accro à la difficulté, tu vois. Mmh. Moi, par exemple, j'ai fait des trucs du style 200 km en ski de fond en dormant dans la neige, tu vois, OK. pendant 5 jours. Pareil en Finlande, genre, pareil 200 km à la marche avec juste un sac à dos et genre tu crèves la dalle toute la journée, t'as froid, tout ça, tu vois. OK. Donc c'est là où genre je me sens le plus, j'aime bien l'adversité, on va dire. Et Mmh. donc, quand je suis pas dans des situations comme ça, là, quand je suis trop dans le confort, je suis en mode, ok, comment je peux tout arracher là? Et, Ouais. euh, et là, j'ai l'impression que j'ai fait ça parce que, bon, on en parlera après, Ouais. Mehdi, mais en vrai, j'ai un peu cramé les sous que j'avais fait avec la rampe. Ce qui fait que OK. là, je me retrouve un peu dos au mur, tu vois. D'accord. Et je suis en mode, là, mon nouveau concept, faut que ça marche, sinon le mois prochain, genre, j'ai pas Mmh. de sous, tu vois. Donc, et je me dis, mais en vrai, j'avais des sous, j'ai tout cramé, je me remets dans cette situation-là, et genre constamment, je suis en mode inquiet par rapport à ça, Ouais. alors que en fait, suffisait juste que je fasse pas le con, tu vois, et genre j'aurais pu ne pas m'inquiéter pour au moins 6 mois. Et bref, du coup, c'est marrant que tu le Du mentionnes. coup, ouais, tu dirais que ça t'a plus, parce que du coup, comme tu le dis, en fait, tu ce enfin, oui, tu ce pattern-là où est-ce que ça serait pas en mode, ta zone de confort, c'est quand tu es en difficulté? C'est ce qui te pousse, en fait, à toujours, bah, aller plus loin et quand tu pas en difficulté, tu es plus dans le mode, c'est facile, j'ai pas besoin de me forcer, ça tourne, et cetera. Dans tous les cas, si je me foire avec la rampe, bah, il y a quand même l'État qui m'envoie de l'argent, et cetera. Donc j'ai pas cette enfin, tu envie de réussir avec la rampe, mais t'as pas cette obligation en mode, je Ouais, dois le faire. J'ai pas c'est d'autre trop ça. choix que je suis fatigué, mais je dois le faire, quoi. Ouais, du coup, ce que j'allais dire, c'est que moi, je l'ai fait parce que j'avais besoin de me sentir plus proche de mes finances, Ouais. parce que je sentais que j'avais pas une obligation de performance, comme tu me disais. Donc ouais, je l'ai fait pour ça, quoi. Je l'ai fait pour ça, et puis parce que c'est pas hyper rigolo non plus de toucher 800 balles par mois, tu vois. Donc, Mmh. parce que bon, si je sortais de l'argent, je pouvais pas, je retouchais plus les aides et tout. Donc, c'était genre un cercle vicieux où j'étais clairement dans ma zone de confort. Après, je sais pas si. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est assez accro à la zone de confort, justement. Ouais. Et ça m'a pris beaucoup de temps juste pour avoir le skill d'être capable de casser ma zone de confort. Par contre, c'est vrai que dans l'adversité, je suis étonnamment serein, tu vois. Genre, en Ouais. fait, j'aime bien quand il y a énormément de paramètres à prendre en compte, quand genre c'est dur, quand ça demande un niveau de performance haut. Genre, je vais pas forcément me mettre dans ces situations-là de manière délibérée, mais quand j'y suis, c'est là où j'aime bien quand, tu sais, genre mon cerveau il carbure et je suis en Ouais. mode problem solving à mort. Et genre, je dois faire attention à chaque truc. C'est pour ça que j'aime bien notamment partir faire des treks dans le froid, tu vois. Parce OK. que le froid, c'est un paramètre supplémentaire à prendre en compte, en plus de la nourriture, en plus de l'itinéraire, en plus de tout, Ouais. du sommeil, tout ça. Le froid, c'est un truc que tu dois prendre en compte. Genre, les couches, tu dois les enlever de manière stratégique. Tu dois bouger de manière stratégique. Tu dois tout faire, tu vois. Et tu as cette charge Mmh. mentale en plus toujours de bah, t'as froid, t'as froid, t'as froid. Comment tu gères ça en plus du reste. Donc, ouais, j'aime bien les niveaux. En vrai, c'est un truc que j'ai pas encore craqué, tu vois, sur ma Ouais. personnalité. Mais là, je trouve que j'ai tendance à me retrouver souvent dans ces trucs-là. Alors que pourtant, je suis plutôt un mec très confort, tu vois. Je suis pas très audacieux de manière générale de base dans la vie. OK. Et au bout d'un moment, c'est des sacrifices à faire pour arriver au niveau que j'ai envie. Bah, il faut que je fasse des trucs que les autres ils font pas, tu vois. Donc j'ai pris cette Ouais. habitude. C'est devenu une habitude en fait. Ça, c'est un truc un trait de caractère que j'ai construit. Genre maintenant, je suis comme ça. Genre, je brise mes limites et tout, et voilà quoi. OK. OK, ouais, en tout cas, c'est très intéressant dans une autre mesure, en fait, c'est vrai que, moi, je me suis rendu compte de ce côté-là de prise de risque qui était, en fait, important et je trouve qu'en fait, au final, ça définit ce que c'est un entrepreneur. En fait, c'est quelqu'un qui juste, qui prend des risques. Parce qu'à partir du moment où tu décides d'être entrepreneur, bah, en fait, il y a rien qui est assuré dans ton avenir. Rien du tout. C'est-à-dire que tu as pas de contrat, tu as pas de l'argent qui tombe, tous les mois et cetera et du coup, en fait, tout ce que tu dois faire, c'est tout le temps prendre des risques et c'est vrai que, bah, quand j'en discutais avec, du coup, avec, Morand, tu vois,
on discutait un peu d'entrepreneuriat, et cetera, et je lui disais qu'en fait, le truc, c'est que moi, je pense que nos projets, ils ont pas fonctionné en partie aussi parce qu'on avait trop peur de prendre des risques et en fait, on voulait genre le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on voulait être dans une situation C'est confortable, intéressant ça. etc. Et en plus de ça, on voulait avoir tous les bénéfices de l'entrepreneuriat, on voulait que notre projet y pète et tout, tu vois. Mais le truc, c'est que si tu te donnes pas à 100% sur le Ouais. projet, Ouais. bah en fait, tu peux pas te donner à 20% sur le projet et t'attendre à recevoir 100% des revenus et que ton truc il pète, etc. Tu es obligé de prendre des risques, tu es obligé de te lancer dans le truc, etc. Après, bien sûr, faut pas non plus se lancer à l'aveugle, machin, etc. Mais enfin, il y a des risques qui sont aussi un peu calculés. Mais en gros, c'est pas parce que tu as une idée que tu es en mode ok, vas-y, t'as pas d'études de marché, t'as rien du tout, tu es en mode ok, vas-y, je drop tout, j'y vais. Non, tu réfléchis un peu, mais il y a un moment en fait où que tu le sens, tu vois, et tu es en mode ok, là en fait, je dois prendre le risque. C'est-à-dire que le risque, c'est quoi? C'est bah, tu drops ton job que tu fais, tu vois, tu drops ton CDI et tu te lances à Ouais. 100% dans le truc. Première chose, hein. Et il y a un moment, Première tu es chose. obligé de faire ça parce que tu peux pas en fait, euh, tu peux pas tout le temps, tu peux pas tout le temps avoir un CDI et en même temps être à côté et avoir ton projet, tu Ouais. vois. Il y a un moment, ton projet, ça va te demander tellement de temps et tu as besoin de scaler que tu es obligé de Moi, te j'y mettre à crois pas à 100% ça. Ouais. dessus, tu vois. Ouais, mais j'irais même plus loin dans ce que tu Ouais, dis. C'est que, genre, un truc que je comprends, tu vois, en passant les étapes et les paliers, c'est que, genre, ton niveau de souffrance est égal à ton niveau de réussite. ouais, Ton niveau de souffrance slash sacrifice est égal à ton niveau de réussite. Et genre, je pense, après, des contre-exemples et tout, et genre, je pense que la réussite n'existe pas sans ce niveau-là de souffrance et de sacrifice. Et en fait, tu te fais tellement de mal. C'est un peu comme, tu sais, c'est un processus naturel, hein. C'est un peu comme la musculation, tu vois. hmm, Quand tu te muscles pour faire de l'hypertrophie, hein, pour avoir des muscles ouais, plus gros et plus esthétiques, tu es obligé de passer par une phase de destruction, d'effort, de douleur, ouais, tu vois, de doute. Et genre, tu peux pas, genre, claquer des doigts et avoir le physique que tu veux. ouais. Les gens, ce qu'ils voient, c'est, ah, il a un putain de physique, machin. Soit ils sont jaloux, soit il a de la chance, soit, ouais, mais moi, je peux pas parce que, ouais, mais lui, il avait déjà une bonne morphologie. Tu vois, ça, c'est Hmm, les discours des gens qui font rien. C'est le ouais, discours des gens qui n'ont pas souffert comme nous, on a souffert. ouais, Mais en fait, tu te rends compte quand toi, tu as souffert, quand toi, tu vois, c'est genre toute ta vie, tu sacrifies tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est ouais. comme ça et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Tu peux pas être dans ton CDI confortable, prendre aucun risque, que ce soit physique, mental, bosser 3 heures par jour, machin, et avoir du succès. Genre, honnêtement, j'y crois pas. Après, si ça existe, que montrez-le moi, tu vois. Mais je Ouais, pense que tous ceux qui donnent l'impression que c'est ça, genre, on a des années-lumière d'imaginer le niveau de sacrifice et le niveau de blessures et de douleurs qu'ils ont. Et en fait, c'est un truc où genre tout le monde abandonne, tout le monde tombe à côté de toi, et c'est juste celui qui ira le plus loin dans la dedication et dans la souffrance qui ont les résultats. Et, ouais, j'ai oublié l'autre exemple que j'allais dire, mais il y a vraiment une... Ah oui, ce que j'allais dire, c'est genre, moi, avant de commencer tout ça, ouais, tu vois, parce qu'on peut peut-être aborder le sujet de l'argent et tout, mais genre, ouais, moi, être millionnaire avant 25-30 ans, c'était un objectif, tu vois. Avant ok. 25 ans de base, mais j'ai rien foutu, donc maintenant, c'est Hmm, avant 30 ans. Mais genre, je veux pas être millionnaire pour avoir 1 million d'euros. C'est pas ouais, ça le but. Je veux être millionnaire pour ce que ça va faire de moi d'être devenu un millionnaire. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Pour les gains en personnalité que je vais avoir, les gains en skills sociaux, les hmm, gains en charisme, les gains en, tu vois, le fait de parler comme ça des choses, le fait de me confronter au monde de manière globale tous les jours. Et aujourd'hui, pour devenir un millionnaire quelque part, tu vois, qui est un peu un objectif, bah, ce que je fais, c'est je me mets dans ces situations-là, je fais de la boxe, je me prends des patates dans la gueule, genre juste pour ressentir ça, pour plus avoir peur de ça, tu vois. ouais, Et c'est que, au final, quand tu regardes, c'est que des trucs comme ça que tu vas ajouter, genre le fait de se lever à 6 heures, le fait de trucs, le fait de lever et tout. C'est un peu genre le truc mindset, bullshit et tout. Mais ouais, la réalité, c'est que tout ça, l'impact que ça a sur toi et le niveau de souffrance que ça génère en toi et de sacrifice, bah, c'est ça qui te permet d'atteindre les plus gros paliers. Et c'est comme ça que je ouais, vois la réussite, en tout cas en ce moment. ok, ok, ok. Non, mais c'est vrai que c'est un très bon point. Moi, je tends plus vers bah, ce que tu viens de décrire, hein. C'est que, en fait, au début, j'avais un peu
je me voilais un peu la face sur le fait que, en gros, si on parle un peu de, tu vois, par exemple, de Feedbungry, qui était un projet qu'on avait avec Morand et Youssef, tu vois, je me souviens qu'à l'époque, Faisal, qui était le président de Startup Banlieue, tu vois, il nous disait, les gars, Ouais. en fait, il faut juste que vous allez vous poser devant les salles de sport, parce que c'était un truc de nutrition sportive, un projet axé dessus, et il nous disait, allez devant les salles de sport et parlez aux utilisateurs, tu vois, parlez aux futurs utilisateurs que vous allez avoir. Et nous, Ouais, en fait, on voulait pas la parce base. que c'était en dehors de notre zone de confort, tu vois. Genre, mine de rien, tu vois, t'imagines, t'arrives, tu te poses devant une salle de Totalement. sport, tu parles à des inconnus, machin et tout, tu vois. Et c'est un truc qui sort de qui sort de notre zone de confort. Et nous, on était en mode, mais non, qu'est-ce qu'il raconte? On va juste envoyer des formulaires Google Forms, machin et tout. Et puis, ça va faire l'affaire, tu vois. Et au final, nous, on se rend compte maintenant qu'il avait raison depuis le début. C'est que, en fait, le truc, c'est que tu peux pas. Après, voilà, le sacrifice, il est. Comment dire il a des degrés différents suivant l'étape où tu en es sur ton projet, tu vois. Les sacrifices que tu vas devoir faire au début Ouais. ne sont pas les mêmes que quand tu arrives et que tu as déjà des clients, machin, etc. Tu dois pousser encore plus loin et tout. Mais en fait, à Il y a une chacune des notion de étapes, palier, en fait. ouais, c'est ça. À chaque palier, comme tu dis, bah en fait, tu es obligé de faire des sacrifices, tu vois. Ça peut être des sacrifices qui pour les autres peuvent sembler genre inutiles, genre en mode je sais pas, bah de base tu étais censé aller jouer avec tes potes 100%. à Call of ou un truc comme ça, bah t'es en mode bah non je joue pas parce qu'il faut que je me focus sur mon 100%. projet, il faut que j'envoie des heures sur le projet, etc. Faut que je contacte machin et tout, tu vois. Donc ça passe par ça. C'est en fait on peut pas, 100%. en fait ça revient au même. C'est en fait tu peux pas espérer avoir le beurre et l'argent du beurre tout simplement. Faut que tu fasses des sacrifices Exactement. si tu veux avoir les résultats Et de ouais, ton dur labeur quoi. Enfin de ton entreprise plutôt. je te jure, en fait, ça, c'est la racine, c'est le truc, tu vois. Ouais. C'est la base du drive, c'est la base du sacrifice et tout. C'est ça. Et en vrai, c'est qu'une histoire de ça. Et en fait, l'exemple que tu donnes avec les salles de sport, moi, avant de commencer à l'entrepreneuriat, Ouais. j'étais comme vous. Jamais de la vie, je l'aurais fait. Ouais. Aujourd'hui, ma zone de confort, elle est tellement élargie que je peux faire n'importe quoi. Mmh. Si, tu vois, et là, en vrai, ça peut faire une belle transition sur la création de contenu, tu vois. Mais genre, au bout d'un moment, je savais que pour passer mon business au next level, je savais que pour devenir la personne que j'ai envie de devenir, il fallait que je me mette à créer du contenu. Il fallait que je monte ma gueule sur LinkedIn. Moi, je crois que j'ai jamais posté un selfie de moi sur Instagram, tu Ouais. vois, pour les gens qui me connaissent. Ouais. Ça veut dire maintenant, je mets ma tête devant des milliers de personnes sur LinkedIn chaque jour. Je mets des selfies. Des selfies à la con, je fais ça, Ouais. machin. Tu vois, je fais des trucs, je fais des miniatures YouTube, je suis comme as. Mmh. Mais en fait, et je poste toujours pas de selfie sur Instagram. C'est ça qui est marrant. C'est que genre, j'ai toujours ce filtre-là, tu vois. Mais je l'ai brisé dans le monde professionnel. Et en fait, au début, je voulais pas. YouTube, je voulais pas. Mais frère, je suis obligé, tu vois. Genre, Ouais. il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Et il faut que j'avance indépendamment de comment je me sens. Et indépendamment de mes émotions. Et indépendamment de ce que mon cerveau me dicte comme étant safe. Et à chaque fois que tu brises ça, tu renforces un truc en toi, tu vois, et tu te OK. rapproches un peu du succès parce que tu sacrifies ton image publique, tu sacrifies peut-être ton bien-être mental, tu sacrifies la façon dont les autres te voient, tu sacrifies la façon dont toi tu penses par rapport aux autres, tu creuses l'écart avec tous les gens avec qui tu as grandi, mais genre sacrifice, 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 tu vois. Ouais. Et genre tous les sacrifices que toi tu es prêt à faire et que les autres ils sont pas prêts à faire, ben, c'est juste des gens avec qui tu n'es plus en compétition dans la vie en général pour progresser et pour devenir meilleur dans ce que tu fais. Et Mmh. ça vaut pour tous les domaines, hein. C'est pas que l'entrepreneuriat. C'est genre les sportifs de haut niveau, ils sont comme ça. Les youtubeurs de haut niveau, ils sont comme ça. Tous les mecs qui pratiquent n'importe quelle chose au plus haut niveau possible, Ouais. ils trouvent du sens dans ce que je dis. J'en suis certain à 100%. Mmh. Et ouais, ouais, bah, du coup, c'est comme tu le dis, hein, c'est une bonne transition vers, du coup, vers la création de contenu. Donc c'est, je pense, aujourd'hui, un de tes points forts parce que, bah, pareil, en fait, bah, nous, quand on s'est connus, bah, Raph, il faisait pas de création de contenu, hein. C'était, bah, enfin, c'était un Non, vraiment entrepreneur pas. comme on l'est tous, je pense, aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, bah, en gros, tu es entrepreneur parce que, bah, tu montes un petit projet sur le côté, machin et tout et en fait, tu te rends compte que quand tu montes un projet, il y a un moment, en fait, internet, c'est trop puissant. Les réseaux sociaux, c'est trop puissant parce que en fait, c'est du marketing gratuit. C'est les gens peuvent, en fait, peuvent voir un post sur ton produit, etc. Et en fait, après, ils s'inscrivent et tout, mais c'est un truc de fou parce qu'en fait, toi, t'as rien payé.
tout ce que tu as fait, c'est écrire un post, machin et tout. Mais sauf que ça, le temps que ça arrive et que ça touche la personne, bah, en fait, avant ça, il faut faire plein de posts. Parce que, en gros, il faut que tu charbonnes, il faut que tu envoies. Parce que c'est comme ça Ouais. que fonctionnent les réseaux sociaux. C'est que, en gros, il faut que tu envoies des posts régulièrement. Parce que si tu n'envoies pas, bah, après, l'algo, il te favorise pas, machin et chouette. Et du coup, Raph est Ouais. parti d'un truc, comme il l'a dit, où au début, il postait pas, bah, il postait même pas de selfie de lui, etc. Et il est arrivé à un truc où, les gars, moi, mon feed LinkedIn, genre, je pense, je scroll genre deux trois fois, il y a au moins 3-4 posts de Raph, tu vois. Et à chaque fois, Ah c'est. ouais? Ouais, c'est. Ah, Bon, c'est après, curieux j'abuse ça. un peu. Après, je reste pas trop Parce que sur moi, je vois LinkedIn, mais pas c'est parce je vois pas qu'après. le feed des autres. Bah, en Non, fait, le truc, mais c'est que comme les gens tous les jours ou plus ou moins, tu vois. je like tes posts, forcément, tu vois, LinkedIn va me renvoyer à chaque fois tes posts. Mais ce que je veux Ouais, dire, c'est ouais, c'est que ça, ouais. comment t'es Ouais. passé d'un. Parce que je pense que c'est aussi une problématique que moi j'avais, on en avait discuté à l'époque où on parlait de ma com sur Twitter, etc. Ouais. Comment t'es passé de pas créer de contenu du tout au début, on va juste parler de LinkedIn, tu vois, mais comment t'es passé de aucun contenu, rien du tout, à être aussi régulier et avoir autant d'idées, parce que en gros, si j'abuse pas, mais tu tournes à au moins un post par jour, et à chaque fois, c'est même si Ouais, je c'est suis des un thématiques parcours. qui se regroupent, etc. T'arrives à quand même cracher plusieurs lignes qui sont à chaque fois différentes, des posts qui sont différentes, etc. Donc, comment est-ce qu'en fait t'arrives à être aussi régulier et avoir autant d'idées, et est-ce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup apporté d'un point de vue business ou networking? Ok. Alors là, cette question-là, vraiment, je pense que ça risque d'être là où je peux apporter le plus de valeur. C'est que déjà, en fait, ça revient à ce que je disais avant. Pour créer du contenu, il faut que la perspective de ne pas atteindre tes objectifs soit moins importante que le fait de montrer ta tête sur Internet. Si c'est plus important pour toi d'atteindre tes objectifs et que tu sais que tu dois publier sur les réseaux, bah, tu vas faire les sacrifices nécessaires pour publier. Donc ça, c'est la première étape. C'est plus important pour moi de devenir l'entrepreneur que j'ai envie de devenir et de réaliser le chiffre d'affaires que j'ai envie de réaliser plutôt que de montrer ma tête et parce que j'ai peur de publier. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est comment tu passes à l'action. C'est juste uniquement défini par ce paramètre-là. Est-ce que tu es prêt à le faire, oui ou non? Tu n'es pas prêt à faire le sacrifice, c'est que l'outcome n'est pas assez important pour toi. Ensuite, pour tout ce qui est image personnelle, gérer son image, oui, mais j'ai pas envie de me montrer comme ça, j'ai peur du regard des autres. Euh, je vais vous dire clairement, hein, la vérité, et je pense que Ayaz, vu que toi tu crées du contenu aussi, en plus toi en stream et tout, genre peut-être que ça te le fait aussi, mais c'est genre au bout de 3 mois, comment tu t'en fiches, genre vraiment, ça ne change rien. Je pourrais mettre 15 fois ma tête sur LinkedIn, j'ai 3000 impressions, j'en sais rien. Je m'en fiche. En fait, c'est juste une gymnastique. Genre, prendre un selfie et le mettre sur les réseaux, genre, c'est comme me lever le matin, tu vois. Mais genre, c'est même pas. De base, ça l'était pas. Mais en fait, si vous voulez, vous allez vous habituer. Vous habituer à tout. Vous habituer à votre environnement, vous habituer à la température extérieure, vous habituer à vos émotions, vous habituer à tout. Vous allez vous habituer à mettre votre tête sur Internet. Donc, en fait, à quoi ça sert d'avoir peur d'un truc qui ne sera plus présent dans 3 mois? Dites-le moi, clairement. Ça, c'est la deuxième chose. Donc ça, c'est pour ceux qui ont peur de s'exposer sur Internet. Les haters, va y en avoir. Spoiler, les haters, c'est toujours ceux qui ne créent pas de contenu. Donc moi, je les vois comme des clowns un peu, tu vois. Genre, là, les seules fois où je suis vraiment trigger par des haters, c'est quand c'est des mecs qui créent du contenu. Quand quelqu'un qui crée du contenu et qui s'expose au même niveau auquel moi je m'expose et qui connaît les risques de hater sur du contenu se permet de faire le hater sur un contenu, là, ça me fait péter les plombs. Parce que genre, c'est comme si on brisait une espèce de code, tu vois, entre créateurs de contenu où on va pas se cracher dessus. Ok, il y a des clashs et tout, mais tu vas pas juste aller hater gratuitement et faire le troll sur le contenu des autres, alors Ouais. que genre, tu sais le niveau d'implication que ça demande et tout ça. Donc ça, c'est les seules fois où ça me trigger. Sinon, quand c'est des pauvres gars qui n'ont pas de photo LinkedIn, qu'est-ce que tu veux que je te dise, enfin, c'est des clowns, quoi. Et tu vois, ça je le dis maintenant, mais parce que j'ai l'habitude en fait, je m'en fiche. Avant, c'était un truc avant de me lancer, c'est un truc duquel j'avais peur. Mais encore, nouveau spoiler, quand vous vous confrontez à vos peurs, bah, c'est plus des peurs. Donc tout simplement, j'avais peur de me prendre un coup de poing dans la tête, j'ai fait de la boxe, je me prends des patates, maintenant c'est comme, je m'en fiche quoi. Et, Ouais. et c'est comme ça pour tout. Et c'est là où on en revient, sortir de sa zone de confort, et surtout se confrontation. Dès que tu as peur de quelque chose, tu t'y confrontes. Enfin, tu vois, moi, c'est ma philosophie. Et avant, j'étais plus un fuyard, tu vois. J'avais tendance à plus fuir ce que
ce dont j'avais peur. Sauf que le truc, c'est que quand tu fuis ce dont tu as peur, ben, tu as une chose. La première, c'est la charge mentale que ça arrive. Donc, tant que tu t'es pas débarrassé de ça, ça te suit tous les jours, à chaque instant. Et en plus de ça, c'est que si ça arrive, tu seras tellement mal préparé que ça va te marquer 5 fois plus que si tu étais préparé. Ouais. Donc, encore une fois, on peut en revenir à la violence ou quoi, parce que c'est l'exemple le plus concret de ça, mais ça marche pour tout. Et prenez l'habitude de vous confronter, en fait. Prenez l'habitude de vous confronter. Il y a un truc qui vous fait peur, confrontez-vous au lieu de fuir, et vous verrez, après, vous aurez l'esprit libéré. Souvent, le résultat, il est bien moins pire que ce que vous auriez pensé. Par contre, là où il sera pire, c'est si vous y confrontez pas et que ça vous arrive un jour. Donc ça, c'est autre chose. Encore un petit peu plus motivation pour créer du contenu. Moi, je suis convaincu personnellement que la Creators Economy, c'est une des plus grosses opportunités de la décennie. Ça fait 3 ans que j'en suis convaincu. C'est pour ça que je suis rentré dedans. Donc voilà, c'est pour ça que Est-ce j'ai que, est-ce signé que, avec Créer du est-ce que contenu. Je suis convaincu. tu pourrais définir la creators economy, justement? Ouais, ben, en fait, c'est un mélange de plusieurs trucs, je pense. C'est genre, ce qu'on appelle la Creators Economy, je suppose que c'est les revenus générés par l'activité des créateurs sur Internet. Mais pour moi, le truc sous-jacent, c'est l'économie de l'attention. Et aujourd'hui, ce qui fait vendre et l'un des plus gros assets que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est l'attention des gens. Parce que, en fait, tout le monde se partage l'attention. Aujourd'hui, qui domine le monde? Les GAFAM. Qui a l'attention des gens? Les GAFAM. Tu vois, Meta a plus d'attention que un tel autre, donc ils font plus d'argent. Enfin, celui qui fait plus d'argent, c'est celui qui a le plus d'attention. Et ce n'était pas le cas avant. Donc, première chose, avoir de l'attention. Attention, c'est genre, comme ils disent, eyeballs, tu vois, genre, comment faire en sorte que les gens regardent ce que tu fais. Donc ça, c'est la première chose et pour moi, c'est le plus gros driver de tout ce truc-là. Après, Creators Economy, c'est un peu qui est-ce qui ramasse les fruits de tout ça? Ben, ceux qui créent, ceux qui génèrent de l'attention. Qui est-ce qui est un petit peu délaissé cette économie-là et qui sont un peu les victimes de ce truc-là? Ceux qui consomment. Ceux qui consomment sans donner en retour. En fait, il y a un concept, c'est genre, à chaque fois que tu consommes, tu essayes de redonner. Si tu Ouais. consommes, j'abuse, hein, mais genre, tu essayes de faire 50-50, quoi. Tu consommes des Reels sur Instagram pendant 1 heure, bah, tu fais un Reels pendant 1 heure, tu vois, et tu le publies. Et Ouais. genre, c'est comme une balance. Et si vous le connaissez avant, si vous utilisiez les torrents téléchargés, Oui, en fait, ouais. le contenu, c'est un peu ça. Et Ouais. l'économie de l'attention, c'est un peu ça. C'est-à-dire, genre, au bout d'un moment, tu n'as plus le droit de download si tu n'as pas upload un truc. Sauf que les gens, ils sont en mode download, 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 download. Et ils rentrent jamais, en fait. Donc c'est juste genre, ils ont genre le gosier grand ouvert et ça leur remplit d'informations, tu vois, et ils créent jamais rien. Et ces gens-là, ce seront les grands délaissés de l'économie de demain. Ceux qui consomment sans Hmm. savoir créer. Après, à la rigueur, tu crées pas, tu consommes pas, tu vois. Et ceux qui font que créer et qui consomment pas, je pense aussi qu'ils seront perdus au bout d'un moment parce que donc c'est une question d'équilibre en fait. Donc c'est ça pour moi la Creators Economy. Et la Creators Economy, mon take, c'est que ça va tout rafler. Mon take, c'est que les YouTubeurs vont être milliardaires. Toutes les entreprises qui vont réussir dans les 10 prochaines années créeront du contenu. L'attention va dominer encore le monde pendant au moins 10 ans. Donc voilà, si vous voulez, moi, mon avis personnel, commencer à créer du contenu. Ok. Oui, bah de toute façon, je pense qu'on partage un peu cet avis-là, surtout quand, comme je le dis, hein, le truc, c'est que pour moi, les réseaux sociaux, enfin, c'est de la com gratuite, entre guillemets. C'est en mode, je sais pas, enfin, pour moi, tous les entrepreneurs devraient créer du contenu, même s'ils n'ont Ouais, je pas suis d'accord. spécialement un projet sur lequel enfin, qu'ils veulent mettre en avant ou quoi que ce soit. Juste le fait que, bah, comme l'a dit Raph, hein, juste le fait d'avoir l'attention des gens, tu vois. En fait, aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de Twitter, où tu as beaucoup de indie hackers, tu as des mecs qui font vraiment des sommes, t'as peur, gros, des sommes, des MRR vraiment abusés de ouf. Donc MRR, donc c'est C'est les le mecs qui ont revenu 30 000 mensuel abonnés sur Twitter. récurrent. Et il y en a, mais là, on parle après, encore une fois, c'est encore le même comment je pourrais dire, en gros, il y a que un petit pourcentage des indie hackers quand même qui se mettent vraiment très très bien. Il y en a beaucoup qui arrivent à se mettre plutôt bien, genre en mode ils dégagent des revenus qui leur permettent de vivre, de voyager et tout. Mais après, tu as un petit pourcentage, là, le dessus du gâteau. Eux, c'est vraiment des gens qui, en fait, ils ont construit une communauté et en fait, en faisant de la com, hein, en faisant de la création de contenu, etc.,
et ils ont construit une telle communauté que peu importe l'application qu'ils vont lancer, ils auront des utilisateurs, ils auront des gens qui seront prêts à payer, et ils auront leur communauté est tellement aussi entre guillemets fidèle dans un sens qu'en fait, même si genre en mode toi tu le follow, t'es pas intéressé par son projet, tu vas retweet parce que en fait, je sais pas, t'aimes bien le mec et etc. La vibe qui dégage et tout, tu vas retweet. Et quand tu retweets, bah en fait t'as toi tous tes followers qui vont pouvoir voir le truc, tu vois. Et en fait c'est ça leur force de frappe qui est énorme, c'est-à-dire qu'en fait eux ils, de ce que je comprends, de ce que je vois, ils font quasiment jamais d'études de marché comme un entrepreneur classique ferait, en mode, comme on parlait tout à l'heure, il se pose devant les salles de sport et tout, et on discute avec les gens. Si tu avais une grosse communauté, les mecs, en fait, littéralement, c'est genre, des fois, ils posent juste une question en un tweet, et ils ont leur réponse, ils doivent build le truc ou pas, tu vois. Ou ils mettent une page, un bouton Stripe, et c'est fini. Tu vois, genre en mode, ils expliquent leur truc, ouais, donc en gros, c'est ça, ça, ça et ça, précommande maintenant. Et en gros, les gens, ils précommandent, tu vois. Et c'est comme ça qu'en fait, ils arrivent à cerner le truc. Ok, il y a une demande. Ok, je dois le faire, tu vois. Mais ça, le truc, c'est que les gens, en fait, créent du contenu et, euh, et ne sont pas patients et s'attendent à avoir le même niveau, enfin, la même communauté que ces personnes-là qui font ça depuis des années, en fait. Et qui ont cravaché pendant des années, qui ont créé du contenu. Au début, ils avaient 100 follow, après 200 follow. Et ça a pris du temps, tu vois, avant qu'ils arrivent là. Et c'est aussi un truc que les gens souvent font, c'est qu'ils sous-estiment la création de contenu. Jusqu'à qu'ils commencent à en faire et ils comprennent Ah à ouais. quel point il y a une certaine difficulté. Après, j'imagine que quand tu arrives à un certain niveau, bah, par exemple comme toi, où en fait ça devient entre guillemets comme une seconde nature, c'est-à-dire que toi, en fait, créer un post LinkedIn, c'est Ouais, pas compliqué, ça te force pas. Mais c'est parce qu'en fait, au début, c'était en dehors de ta zone de confort. Tu l'as tellement fait que c'est rentré dans ta zone de confort, c'est et du ça. coup, c'est devenu un truc banal, genre en mode, c'est limite entre deux stations de métro, t'écris un post LinkedIn, tu prends un selfie, tac, 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 et Ah, c'est mais c'est envoyé, vraiment tu vois. ça, hein. Ouais, bah oui, c'est ça, Je vais, c'est ça. je vais t'expliquer mon process parce que il y a le troisième aspect que j'ai pas breakdown tout à l'heure et j'ai envie vraiment Ouais, de tout dire sur ce point-là. C'est, tu m'as dit comment est-ce que tu trouves l'inspiration? ouais, Simple. Tous les jours, dépenser, ok? Tous les jours, ouais. tu consommes du contenu, tu penses des choses sur les sujets que tu exerces, tout ça, ça te vient en tête. Sauf que la plupart des gens, ils le gardent en eux, tu vois. Et genre, c'est bien, ça vient, hop, ça part. Et en fait, si tu viens plugger la partie expression là-dedans, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu consommes un contenu, que tu le digères, que tu réfléchis dessus, à chaque fois que toi, tu as une idée, à chaque fois que toi, tu fais un truc, la première chose que tu te demandes, c'est comment partager ça, ok? Mhm. Ben, en fait, ça devient hyper facile. Et moi, c'est comme ça que je crée du contenu, en fait, tous les jours. C'est-à-dire Ouais. que là, on fait un truc ensemble, machin. Genre, ma première question, c'est, OK, comment est-ce que je peux montrer ça? Je vais dire un truc. Des fois, je pense des trucs et juste sur mon téléphone. Et moi, comment je fonctionne, et je pense que tout le monde devrait fonctionner comme ça, je fonctionne attention, attention, attention. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, donner aux gens envie de lire ou de regarder ce que vous faites. Donc, la Mhm. première chose que vous devez penser, c'est accroche, hook, qu'est-ce qui va attirer l'attention? Et la règle, c'est si un truc a aucun moyen d'attirer de l'attention et n'apporte pas de valeur, c'est rien de le partager. Si un truc attire beaucoup l'attention, mais a moins de valeur, tu le partages quand même. Si un truc est full valeur, tu peux le partager quand même, mais tu auras moins d'attention. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir l'équilibre parfait entre valeur et attention, tu vois. Ok. Et moi, comment je fonctionne, c'est je fonctionne que en hook, je fonctionne que en accroche. C'est-à-dire que dès que je pense quelque chose et que je le formule dans ma tête et que je trouve que c'est un minimum d'impact, tu vois, soit pour moi parce que ça me permet de comprendre, soit genre c'est une réalisation, soit genre c'est puissant, tu vois, je le note. Et je note la phrase telle quelle. Et en fait, moi je note que des accroches, que des accroches, que des accroches. Et ça te fait que après tu as une base de données. Moi j'ai une base de données Notion, tu vois, il y a 150, 160 accroches. Des fois je Ok. pense à des accroches pour YouTube, des fois je Ouais. pense à des accroches pour LinkedIn. Mhm. Et genre je fais ça et je note l'accroche. Et des fois, genre, tu notes l'accroche et juste à la regarder, tu restes dessus 3 minutes, tu vois, et tu as d'autres trucs qui te viennent en tête, genre, tu as envie de déployer sur le sujet, en fait, tu as envie d'exprimer d'autres choses. Là, tu les notes, et en fait, au bout d'un moment, ça te fait un post. Si jamais tu n'as pas d'inspi direct, ben, genre, un jour, tu vas retomber dessus et tu vas lâcher tout ce que tu as à dire dessus. Donc, en fait, c'est juste comme des aides-mémoires où tu as les accroches déjà préparées. Tu sais que ça va attirer l'attention parce que l'accroche, elle est bonne, et après, tu as juste à trouver le contenu derrière, quoi. Donc,
La création de contenu, c'est comme je disais, le fait de montrer sa tête sur Internet, c'est à partir du moment où tu t'es forcé à plugger la partie expression et give back sur tes pensées et ta consommation de contenu, bah genre, au début, c'est dur parce qu'il faut vraiment y penser, mais après, en fait, tu le fais juste naturellement et ça fait partie de ta boucle, en fait. C'est une flywheel. Tu Ouais, ingères du contenu, tu réfléchis, tu l'exprimes, tac, et ça ok. tourne, en fait. Donc en Et tu fait, as du contenu en illimité, en fait. ouais. Donc en fait, Ça devient ouais, part de ton identité. ton process, en fait, c'est vraiment le côté où bah, tu es quelqu'un qui consomme aussi du contenu. Et du coup, chaque truc À que tu mort. peux tirer du contenu, en fait, chaque idée que tu ou peut-être ressenti que Ouais, tu as par rapport au truc, etc., tu vas le noter et tu sais très bien qu'en fait, plus tard, ça va te faire du contenu. Du coup, tu as aussi. En fait, au final, consommer du contenu fait partie de ton taf en tant que créateur de contenu. Parce que en fait, c'est ça. ça te donne des idées, ça te donne des concepts à aborder, des trucs à peut-être détailler, etc. etc. Donc, ok. Ok, ok. C'est d'ailleurs un truc que moi, du coup, je fais. Justement, moi, je fais pas ça du tout. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne font pas ça. En mode. Enfin, quand je dis qu'ils ne font pas ça, c'est. Moi, je te parle en tant que créateur contenu. En gros, comme je commence à créer du contenu, c'est en mode. Je pense qu'on a un peu tous la même problématique où en fait, juste je sais pas, on ouvre une page blanche, quoi. Un truc Notion. Et en fait, on essaie juste de se creuser la tête pour sortir des contenus. Mais au final, le contenu, il est là, tu vois, il existe autour de nous, on consomme du contenu, etc. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est justement bah, appliquer ton process qui est, bah, effectivement, quand tu consommes du contenu, essaye à chaque fois de tirer quelque chose de ce contenu-là pour justement que ça soit bénéfique pour toi après et que tu puisses en fait bah, capitaliser dessus. Donc, soit le redire avec tes mots, soit t'en inspirer pour parler C'est d'un autre important. sujet, ça te fait penser à un truc, etc. quoi. Mais Ok. en fait, c'est trois piliers, comme je t'ai dit. C'est genre le premier, c'est oui, il y a le contenu que tu consommes. Encore une fois, c'est l'idée de ne pas avoir une balance déficitaire sur à quel point j'upload du contenu et à quel point je download du contenu. Donc c'est pour ça que moi, je suis équilibré, je consomme énormément de contenu, je crée énormément de contenu, mais je suis pas déficitaire. Et l'autre truc, c'est qu'est-ce que tu fais? Donc, si jamais tu consommes pas de contenu, bah, tu parles de ce que tu fais. Typiquement, toi, tu me dis ça, mais tu es en train Hmm. de build un SaaS in public, tu vois. Ouais. Donc, ce que tu partages, c'est ce que tu fais. Ouais. Donc, là, encore une fois, il n'y a pas à inventer, tu vois. Genre, qu'est-ce que je fais? Bah, là, dans mon ordi, sur quoi je bosse, où je suis, Ouais. quel est mon environnement, qu'est-ce que je pense à ce moment-là, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me fais couler un café, tu vois. Je sais pas, juste, Hmm. tu partages, en fait. Tu partages ce que Ouais. tu fais. Et le dernier truc, c'est bah, ce que tu penses aussi, tu vois. Genre, tu crées de zéro. Genre, tu vas avoir une leçon de vie, tu vas avoir une leçon dans le business. Genre, et là, c'est juste ton take, ton expérience personnelle. Là, par exemple, aujourd'hui, dans cette interview, ce que je partage, c'est pas trop des concepts que j'ai appris ailleurs, mais c'est plutôt des trucs perso, tu vois. Quand je Hmm. vous dis, genre, je pense que la route pour être un designer successful, c'est ça. C'est basé principalement sur ce que je pense et Ouais. sur mon expérience, tu vois, plutôt que sur des choses que j'ai appris ailleurs. Par contre, si on parle après, si on rentre dans des concepts business, c'est souvent des concepts que j'ai ingérés ailleurs et que Hmm. j'ai digéré et qu'ensuite je recrache. En fait, ça c'est important ce truc-là de genre ingérer du contenu, mais genre pas en mode glouton, tu vois. Genre, Hmm. tu peux te nourrir beaucoup, mais si tu bouffes, 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 après tu vas vomir. Ouais. L'idée, c'est genre, tu manges bien, ensuite, et tu mâches bien, Ouais. ensuite, tu digères, ok? Ok. Et bon, après, la fin, je vais pas la dire, mais genre, Ouais. et après, tu es apte Ouais. t'es apte à proposer quelque chose d'intéressant. Parce que si tu es là en mode juste, ok, lui il a dit ça, je répète, machin, Ouais. ça n'a aucun intérêt en fait. Non Ouais. Ouais. seulement c'est pas pertinent, et en plus de ça, tu n'as aucune valeur ajoutée. Donc, Ouais. ce qui est intéressant, c'est comment ce contenu-là, il s'applique à toi, comment toi tu apportes ta couche, tu vois. Et les gens, ils ont souvent peur de pas être originaux, mais genre, tout le monde est original. À partir du moment où tu as un avis sur quelque chose, tu es original. En fait, c'est ça qui intéresse Ouais. les gens. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la création de contenu, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils cherchent de l'extrême relation. Ils cherchent de la relation à mort, à mort, à mort. Donc, Ouais. comment est-ce que je peux avoir de la relation avec cette personne-là? Et quand tu crées de la relation, tu crées de la confiance. Et la confiance, c'est ce qui te permet de vendre. Ok. Ouais. Bah, très clair. Et du coup, ouais, donc, au début, tu faisais beaucoup de création de contenu sur LinkedIn, puis ensuite, tu t'es lancé sur Twitter aussi, et maintenant, t'es sur YouTube récemment. Tu as lancé plusieurs vidéos. Comment est-ce que tu arrives
Heu, Pareil, en fait, entre guillemets, bah, parce que c'est de la création de contenu dans les 3 plateformes, ça, on est d'accord. Mais l'approche est différente. La façon dont tu véhicules le message aussi est différent. Le langage utilisé n'est pas forcément Ouais. le même sur chaque Mmh. plateforme. YouTube, par exemple, c'est un contenu qui va te prendre plus de temps, qui est complètement sous un autre format, tu vois. Twitter, c'est beaucoup plus court, c'est slacké, c'est vraiment, il faut que l'information elle arrive vite à la personne parce que les gens, ils ont la flemme de lire des pavés. Alors que LinkedIn, bon, bah, les gens, ils vont souvent lire ton truc et tout. Comment est-ce que tu arrives à gérer en fait tous tes contenus? Est-ce que tu as genre un planning en mode ok, tac, tel jour je publie LinkedIn, tel jour je publie Twitter, etc. Ou Twitter et LinkedIn, c'est devenu tellement une seconde nature pour toi que tu es en mode tu le comptes même pas dans ton emploi du temps parce que c'est automatique et tout. Et du coup, là, tu es plus en mode dans le process de rentrer YouTube dans ta seconde nature pour justement créer du contenu beaucoup plus rapidement en faisant des process, etc. Si tu veux, tu as l'identité, je suis un créateur, je crée du contenu, c'est un truc global, tu vois. Genre, à partir du moment où c'est ton identité, bah, genre, peu importe le véhicule, j'ai envie de te dire, que tu vas utiliser. Après, il y a des codes propres à chaque truc et tu as différentes choses. Donc, comme tu dis, tu as le contenu long, tu as le contenu court, un peu snack, tu as le contenu écrit et tu as le contenu vidéo, principalement. Et pour commencer, c'est bien d'aller sur ses forces. Moi, je suis quelqu'un qui adore écrire. J'ai un passé littéraire, machin, philo. Du coup, moi, c'était naturel pour moi de partir vers l'écriture pour commencer. J'aurais Ouais. jamais pu commencer par la vidéo, en fait. Et Hmm. aujourd'hui, juste, j'ajoute la vidéo parce que j'ai des acquis sur l'écriture et que j'ai besoin d'exprimer les choses autrement. Mais et pour répondre à ta question, a- avant, je mettais des créneaux, mais là, en ce moment, c'est un peu genre, des fois, je suis inspiré, tu vois. Ouais. Et genre, je sais pas, j'ouvre mon ordi, je suis en train de réfléchir. Il y a une idée qui me vient, boum, je note direct l'accroche et des fois je continue sur le poste, des fois je passe à autre chose. Et par exemple, tu vois, ben, avant-hier j'étais dans l'avion et quand je suis comme ça dans les transports là, j'écris genre 5-10 postes, tu vois. Ok. Genre, je sais pas, je suis dans le bon environnement, je suis calme, j'ai ma truc, et genre des fois je peux sortir mon téléphone, des fois je mets sur mon Notion quand j'ai mon Mac Hmm. et genre j'envoie. En fait, c'est juste en fait, tu ancres dans le marbre ce que tu penses, tu ancres dans le marbre tes concepts, tes stratégies, Ouais. tu documentes en fait. Tu documentes les choses plutôt que qu'elles soient volatiles. Et c'est un tweet que j'avais publié l'autre fois, c'est Ouais. les gens pensent que la création de contenu, c'est la finalité, c'est l'outcome, tu vois. Hmm. Mais c'est pas ça. La création de contenu, c'est le process. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? En fait, Ouais. l'exemple que je prenais, c'est un mec qui écrit un livre de 500 pages. C'est pas genre il a 500 pages dans la tête et il les couche sur papier. C'est Mhm. genre il a 25-50 pages max et pendant qu'il les écrit, il arrive à 500, tu vois, parce que juste Ouais. il développe sur ce qu'il est en train de faire et tout. Et c'est pareil avec un post LinkedIn en fait. Faut arrêter, en fait, juste la création de contenu, c'est le process. C'est genre moi, comment je réfléchis. Vous, peut-être que vous réfléchissez en mode comme ça. Moi, je réfléchis avec un papier, un stylo. Et je fais des schémas et j'écris mes trucs, mes pensées. Et dès que je dis un truc intéressant, bah, c'est une accroche. Dès que tac, et en fait, c'est juste mon process de réflexion. Ouais. Et c'est grave important ce truc de ne pas penser la création de contenu comme un output, mais comme juste le process, comme un moyen juste de réfléchir en fait. Et après, juste tu le partages. C'est la seule chose qui te sépare de ça, c'est le partager ou pas. Ok. 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 Très clair. Euh, du coup, enfin, pour résumer un peu tout ça, tu vois, d'un point de vue entrepreneur, moi, je me mets en fait à la place du Ayaz d'il y a quelques mois, tu vois, qui crée zéro contenu, etc. Euh, Si aujourd'hui, tu vois, si un entrepreneur commence, enfin, il souhaite faire du personal branding, parce qu'en fait, la création de contenu, etc., c'est dans le but aussi de te faire, bah, de construire ton image on va dire image de marque, mais en gros, c'est par exemple, en gros, toi, ce que tu fais avec de la création de contenu, c'est tu construis l'image de Raphaël, tu vois. C'est les gens, ils savent que, ok, Raphaël, c'est ces valeurs-là qu'il véhicule. Moi, je le connais comme ça, etc. Je le connais sur les réseaux, machin et tout. Tu construis tout ton environnement autour de ça. Et c'est quelque chose qui est, je pense, important aujourd'hui de faire du personal branding quand on est entrepreneur. Quelles sont pour toi les étapes les plus importantes, ou au moins les étapes, tu vois, par lesquelles on doit
débuter. Et en mode, est-ce qu'on doit faire genre un réseau et puis après en faire un autre et un autre, Ah ouais. ou alors on se lance directement sur les trois trucs? Quelles sont les erreurs aussi potentiellement à éviter, les erreurs de débutants un peu sur de la création de contenu dans ce cadre, quoi? Euh, ouais, alors moi, ben, j'ai tendance à dire genre arrêter de se masturber le cerveau et genre juste passer à l'action, tu vois, et tu vas progresser comme ça. Non mais moi, ça m'a fait tellement de mal dans ma carrière entrepreneuriale et dans ma vie de juste toujours overthink le truc et Ouais, penser que je suis en train de faire la bonne chose parce que tout le monde te dit faire comme ci, faire comme ça, mais avant, est-ce que t'as pas fait ça? Est-ce que tu as bien réfléchi à ça? Et que genre, au final, juste, en vrai de vrai, hein, y aller comme un bourrin et juste faire le truc, tu vois, genre, ouais, tu vas apprendre 10 fois plus. Donc, moi, j'ai toujours tendance, à chaque fois qu'on me dit, mais c'est quoi la méthode pour comment? Genre, just do ouais, it, tu vois, genre, fais le truc et OK, après, tu te poses des questions. Donc, je me dire comment commencer à créer du contenu, genre poster, frère, c'est tout, tu vois, ouais. genre poster. Après, tu vas, tu sais, moi, je vais t'expliquer c'est quoi ce qui se passe avec ma chaîne YouTube. Pourquoi je fais la chaîne YouTube comme je l'ai fait. En Mmh. fait, moi de base, je voulais faire une bonne chaîne YouTube, machin, beau setup, etc., Ouais. avec des sujets poussés, etc. Mais au final, le matin, tu te lèves, t'as pas de photo de profil, t'as même pas de YouTube, t'as pas de Mmh. vidéo en ligne, t'as rien, personne te connaît, personne ne commente ton truc. Ce qui fait que genre toi, tu te construis l'image de ah ouais, ça va être un truc de fou, puis là je vais faire 5000 vues, puis là je vais avoir Mmh. des abonnés et tout. Tu te lèves, il y a rien, zéro. Ouais. 0% de progression, tu vois. Ouais, ouais. Donc le truc c'est genre, ok, déjà, première chose, je crée mon compte, je mets ma photo, je mets mes trucs, et genre, je publie une vidéo. C'est quoi le MVP d'une vidéo? C'est ça la question. C'est Ouais. j'allume Loom, j'ai pas de micro, j'ai pas de webcam. Là, je viens d'acheter le matos hier, je t'ai dit. Ouais. J'ai pas de micro, j'ai pas de webcam, j'ai pas de setup, j'ai rien. J'enregistre un Loom. Ouais. J'enregistre un Loom. Je commande une miniature sur Upwork et je balance ça, tu vois. Et Mmh. à la rigueur, la miniature, vraiment, c'est genre un accessoire, hein. Vraiment, je l'ai fait parce que je voulais maximiser le click-through rate dès le début, genre avoir un Mmh. bon titre et une bonne miniature au moins. Parce que j'avais conscience de ça, vu que je démarre pas de zéro en création de contenu. Mais si tu démarres de zéro, genre balance, balance, balance. Genre 6, 5, 10 vidéos. Moi, comme je t'ai dit, bah, dans mon mastermind, j'ai un pote là qui a passé les 30 000 abonnés sur YouTube. OK. Et moi, je lui disais ça, je lui dis, moi, je m'en fous, je maximise le volume. En fait, comment tu fais, c'est tu maximises d'abord le volume. Une fois que tu as maxé le volume, que tu es au maximum de l'output en termes de volume que tu peux faire, tu réfléchis à comment tu peux maximiser la qualité. Mmh. Une fois que tu as maximisé le volume et la qualité, et c'est important de garder les acquis de volume avant de passer à la qualité. C'est-à-dire, OK. genre, faut pas faire plus de qualité au détriment du volume, tu vois. C'est OK. uniquement si tu es capable de conserver un acquis que tu passes à quelque chose d'autre. Une fois que tu as maximisé ces deux choses, là, tu fais quelque chose de différent, tu vois. Donc j'étais en mode, ok, ben, je fais juste du volume, je fais du volume, et après j'investirai. Là, j'en suis à 6 vidéos. Euh, 7, 8, 9, 10, j'aurai un micro un peu pourrave que j'ai là et une webcam. Peut-être que 25, 30, je serai en studio. J'en sais Ouais. rien, tu vois. Mais genre, au moins, le jour où j'irai en studio, bah, ma chaîne YouTube, elle a 30 vidéos, elle a 500 abonnés. Tu vois, genre, là, tu es en mode, ah, c'est quand même plus confortable, quoi. Tout ça parce que juste un jour, j'ai pété les plombs et j'ai allumé Loom et j'ai fait un Loom, tu vois, et je l'ai publié sur YouTube. Donc, c'est Ouais. un peu ce truc-là. Faut être un peu, avoir un peu ce côté irrationnel de genre publier un truc dont personne ne se fout, etc. Puis un jour, tu vas avoir un like, puis deux likes, puis un Ouais. commentaire, etc. Et ça ira. Du coup, pour en revenir à ce qu'il m'a dit, moi, ce pote qui est sur YouTube, moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, je publie 10 vidéos et après, je réfléchis à comment je fais. Lui, il m'a dit, Cash, il m'a dit, tant que tu n'as pas fait 50 vidéos YouTube, tu ne te poses même pas une seule fois la question de ce que tu peux améliorer en qualité. Du coup, là, je OK. suis en mode, je chase les 50 vidéos YouTube. Et tant que OK. j'ai pas fait 50 vidéos YouTube, je ne peux pas me considérer comme créateur YouTube, peu importe, machin, tu vois. Mmh. Tu fais 50 vidéos et après tu vois où t'en es. Et le démarrage, le début, vraiment de là où tu te poses la question et que t'es pas juste en mode publier, publier, publier comme un bourrin, c'est minimum 50 vidéos. Et sur LinkedIn, c'est pareil, tu vois. C'est publie, publie, OK. publie, publie autant que tu peux. Et après, tu te poses la question, ouais, peut-être que ma description, elle est pas bien. Peut-être Mmh. que là, le post, je peux mieux le travailler. Là, je peux mettre des plus belles photos. Tu vois, genre, ouais, j'ai réutilisé les mêmes photos sur LinkedIn pendant 6 mois. Oui. Et c'est à partir de 6 mois où je publiais tous les jours, je Ouais. me suis dit, bon, voilà, faudrait peut-être prendre des nouvelles photos, tu vois. Ouais. Et genre,
tout cas, la démarche, elle est juste dans l'action, les gars, hein. Faut pas, je suis désolé, hein, mais encore une Faut fois, ça juste fait se un truc lancer, quoi. de zone de confort. Ah ouais, Ouais. ouais, clairement, clairement. Pas de... Ça, Là-dessus, je peux t'en du coup, ouais, départager. au Ça, je final, peux. création de contenu ou projet, au final, il n'y a pas de il y a pas de réelle bonne façon de faire parce que voilà, et chacun a sa façon de faire et tout. Mais en gros, ce qui est sûr, c'est que le début, c'est le même truc pour tout le monde, c'est qu'il faut juste se lancer. Je sais que sur beaucoup de podcasts, etc., t'en as beaucoup. Enfin, c'est un peu le truc qui revient à chaque fois. Mais je pense que c'est répété tout le temps le fait de, bah les gars, faut juste se lancer. Mais parce que c'est tellement vrai au final, tu vois, il n'y a pas vraiment de bonne manière, etc. C'est qu'à un moment, il faut juste C'est commencer. ça. Et moi j'étais un peu dans le même truc avec Twitter où, bah, je sais pas si tu te souviens, mais avant, tu sais, mes posts, ils étaient Ouais, je m'en bien souviens. casés, Je te etc. Et en disais. fait, c'était trop chiant parce que je pense que c'était important que je passe par là euh, parce que voilà, l'état C'est le d'esprit dans lequel process. j'étais, moi, il me fallait que tac, 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 ça soit planifié et tout. Mais en fait, au final, après, ça devient. Ce que je trouvais dommage, c'est que ça devenait une corvée plutôt qu'autre chose, tu vois. C'était en mode, ah, relou, il faut que je planifie tous mes posts de la semaine d'après, tu vois. Et ça m'embêtait un peu parce que c'était pas un truc fait dans le flow, etc., tu vois. Et là, je suis plus en mode, Ouais, bah, en fait, dès que j'ai une inspi, en plus, Twitter, c'est assez simple parce que Twitter, t'as une inspi et elle tient sur une phrase, ça fait un tweet. Donc, c'est tellement spontané. Ouais, ouais, j'adore, moi. c'est grave ça. Donc, en fait, Ouais, j'adore. là, je suis plus en mode, Mm. bah, j'ai un truc, je veux partager un truc, bah, juste, je fais un tweet qui soit midi, minuit, Exact. 1h du matin, 3h du matin ou je sais pas quoi. Moi, je sais que des fois, je joue avec mon pote sur n'importe quel jeu et tout, tu vois. Et après, une fois qu'on arrête, je suis en mode, ah, mais attends, mais il y a ce truc-là, je sais pas pourquoi ça me fait un déclic, genre à 1h du matin. Bah, en fait, j'ai juste à le Mm. tweeter, tu vois. C'est limite devenu une application de notes, quoi, Twitter, tu vois. Mais c'est ça qui est cool. Et je sais Voilà, que exactement. moi, je C'est sais que ça. je suis un peu dans le même truc en mode, bah là, pour l'instant, juste je tweet, parce qu'après, je vais gagner l'automatisme de tweeter, tu vois. Et une fois que j'ai cet automatisme-là, au bout d'un moment, je vais me dire, ok, viens là, t'as vu, t'as tweeté tant, t'as tant de followers, viens maintenant, tu commences à réfléchir un peu pour optimiser un chouïa tes trucs. Parce que Exactement. tu pourrais Exactement. avoir encore plus d'attention, etc., etc. Mais du coup, ouais, moi je suis totalement d'accord et je suis totalement ce que tu dis. Euh, Dans un tout autre registre, là actuellement, euh, tu n'es pas en France. Donc Non. t'es en Afrique du Sud, précisément. Avant ça, Ouais, tu étais à l'île Sacré Cœur, Maurice. là. C'est un truc Ouais, dans lequel pendant un bout. tu t'es lancé récemment, je crois qu'il y a un peu plus d'un mois, où tu as bougé à l'île Maurice, etc. Donc pas pour des vacances, mais plutôt pour justement bosser. Enfin, moitié-moitié, on va dire. Peut-être. Je sais pas. Ouais, ouais, en vrai, plus bosser, hein. Mais en tout cas, c'est une mode, j'ai l'impression, qui s'étend de plus en plus, dans le sens où bah il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui voyagent et qui euh, potentiellement pour leur business, etc. Mais comme tu le dis aussi pour les vacances, avoir un meilleur cadre dans lequel travailler, etc. Donc l'île Maurice, l'Afrique du Sud, des retours, comment se passe plus généralement l'entrepreneuriat à l'étranger, quels sont bah, les avantages, les inconvénients que tu as pu rencontrer, quoi. Ouais. Est-ce que je peux te dire, parce que j'ai pas été trop en contact avec les écosystèmes, même si là en Afrique du Sud, tu sens la culture startup, Ok. dans le sens où genre toutes les marques, la façon dont elles communiquent, le design, les logos. Bah, par exemple, j'étais à l'aéroport de Johannesburg, tu as un rayon business, genre Live Business. Ok. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est genre Hmm. le double du rayon business de la Fnac de Châtelet, tu vois. Et c'est genre l'équivalent d'un relais en France. Donc genre ça c'est assez ouf. Hmm. Grosse culture business en Afrique du Sud. En vrai ça fait plaisir. Et l'île Maurice un peu moins, mais en vrai genre moi ce dont je peux parler c'est un peu l'expérience genre on va dire digital nomade, tu vois. Qu'est-ce que c'est de prendre son ordi et de partir dans un autre pays pour bosser plutôt que l'écosystème. En vrai, l'île Maurice, c'est un rythme hyper différent de la France. C'est marrant parce que j'ai commenté un post de French Startupper ce matin, qui disait qu'il voulait déménager à l'île Maurice parce qu'il avait kiffé là-bas. Mhm. Moi, c'est pas mon rythme, Ok. mais en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que la plupart des îles, c'est un peu ça, tu sais, c'est genre, c'est vraiment chill, c'est un peu lent.
tout ferme Mmh. tôt, genre, c'est vraiment en permanence, tu sais, genre, en mode pique-nique, barbecue, alcool, tu vois, H24, Ouais. soleil, plage. Genre, genre c'est le côté bon vivant, chill et tout. Et du coup, bah, la vie est adaptée à ça, tu vois. Genre les parcs, ils sont stylés, il y a de quoi bouffer dehors, c'est pas cher, les plages, elles sont bien, Ouais. tu vois. Mais la partie plus infrastructure business, c'est moins développé. Mmh. Donc à l'île Maurice, moi, l'expérience que j'en ai eue, c'est que pour bosser, bah, déjà, il faisait très chaud, donc si t'as pas la clim, c'est compliqué. Deuxième appart, j'avais la clim. Là, j'ai la clim aussi, mais il fait moins chaud. Donc ouais, la chaleur, ça peut être chaud. Après, il faut se préparer à un truc aussi, c'est genre quand tu changes de pays comme ça, tu as quand même un bon 48-72 heures. Après, bon, moi, il m'arrive une dinguerie dans les premières 72 heures. Je sais pas si tu avais vu, mais on a eu Oui, ouais, ouais, le ouais, cyclone ouais. Bella, Mmh. et j'ai été inondé. Donc bon, ça a été encore plus particulier. Mais hormis ça, tu as quand même un bon 48-72 heures d'adaptation et de choc culturel, quoi. Donc, quand tu arrives en France, surtout en plein hiver, moi, je n'étais pas allé dans l'hémisphère sud depuis que j'avais 8 ou 9 ans. OK. En vrai, c'était au début, c'est un peu chaud, tu vois. Il faut prendre en compte ça, le fait que, genre, oui, tu vas prendre un moment à t'adapter. C'est pas genre tu poses les pieds dans un pays et t'es instant productif. Genre, non, Ouais. prévois 48-72 heures de flottement. Après, il faut prévoir le fait que genre, faut trouver l'équilibre entre les activités que tu as envie de faire sur le territoire et genre un peu le FOMO, tu sais, le fear of missing out des activités. Genre, malheureusement, moi j'ai dû me rentrer dans le crâne que même si je suis resté plus d'un mois, enfin 5 semaines à l'île Maurice, j'ai Ouais. pas tout fait, tu vois. Oui, ouais. J'ai pas tout fait parce que quand tu bosses 8-10 heures par jour, bah, genre tu peux pas, c'est pas le rythme que tu as quand tu es en vacances sur 10 jours, 12 jours. Ouais. Donc ça, faut accepter que tu pourras pas tout faire. Et ici, je sais que je ferai pas tout, tu vois. Je vais passer Mmh. la majeure partie du temps là où je suis maintenant. Donc voilà. Et tu passes aussi beaucoup de temps à planifier un petit peu tout. Mmh. Donc, planifier les billets d'avion, planifier les Airbnb, tous ces trucs-là, quoi. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Et sinon, overall, expérience géniale, hein. Moi, je suis parti le 11 janvier, je crois, un peu OK, plus d'un donc mois. ouais, ça fait 1 mois et 6 jours. On est 10 le 17, janvier. ouais. Voilà, c'est ça. Je suis arrivé il y a 2 jours à Cape Town et je reste ici 2 semaines. Et OK, ben, de base, je devais rester 4 semaines. Et pour être honnête, ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé mon billet d'avion pour rentrer en France OK, parce que j'avais pas envie de rentrer. OK. J'ai dit où est-ce que je vais maintenant. Donc, c'était un caprice. C'est pour ça que je dis, je me mets dans des situations comme ça, tu vois, où genre, Ouais, j'ai littéralement kill toutes mes offres. Je suis ouais, en train de genre restructurer le business. Il y a 0 € qui rentre. ouais, Mais première chose que je fais, c'est genre prendre 4 billets d'avion, ouais, annuler un billet d'avion à 800 balles et être remboursé que 70 € dessus, louer ouais, un dernier Airbnb, tu vois, genre ouais. louer une voiture, genre bref, Mmh. truc. Et avant, j'avais loué une belle voiture en France aussi, tu vois, genre j'ai Ouais, cramé des sous là-dedans. Après, ça me faisait plaisir, mais genre, c'est pas ouais. le plus rationnel, on va dire, comme attitude. Et 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 ouais. et parce que alors du coup le sujet digital nomade, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Le Alors moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas dites dans le digital nomade, tu vois? Il y en a beaucoup qui vendent Ah, ça comme, bien parce qu'on marketé ce truc, hein. on peut le voir sur Twitter, tu vois? Tu as qui vendent ça en mode, c'est la belle vie et cetera parce que en fait, bah, tu es potentiellement dans un endroit, très beau, il fait chaud et cetera, plage et Ouais. tout, mais après tu as plein de trucs que les gens en fait ne se rendent pas compte. Comme tu le dis, bah, tu as le côté mine de rien, mais il fait chaud et bosser quand t'as pas de clim et cetera, c'est très, très chiant. Tu un autre truc, alors moi Quand t'as c'est la parce tour que de 200 mètres, moi j'étais parti, faut avoir les nerfs solides, hein. ouais, ouais. Moi j'étais parti au Sri Lanka pendant un bon bout de temps, pendant 2 mois je crois, Hmm. et j'étais en mode, «Ah bah vas-y c'est cool, je vais pouvoir Complètement. bosser de là-bas et tout». Le truc c'est que il faut un bon bureau, il faut une bonne chaise, il te faut un, Ouais. second écran parce que en fait, bah, quand tu es en France, tu as tes trucs, enfin tu as ton bureau, tu as tes écrans machin, et en fait quand je me rappelle de mon expérience au Sri Lanka, tu vois? Je me souviens de moi allongé sur un canapé
le MacBook sur le ventre, tu vois, en train de taper et tout, ou alors sur une table basse ou sur une table. Enfin, c'était jamais un bon setup, tu vois. Et c'est moi, c'est vraiment le truc qui m'a fait vriller, en fait, tu vois. J'étais en mode, quand je suis rentré en France et que j'ai retrouvé ma chaise ergo, mon bureau, j'étais trop heureux, gros. J'étais en mode, waouh, j'ai parce que ça passe par là, tu vois, la productivité. C'est que tu as un, Ouais, t'as- c'est bien. t'as un bon environnement et tout. Après, je suis d'accord qu'il y a énormément d'avantages quand même au fait de bosser à l'étranger, etc. C'est juste que, voilà, je trouve que les inconvénients sont souvent balayés un peu parce que, comme tu l'as dit, Oui, en fait, t'es pas vraiment en vacances. T'es es là-bas aussi, non. tu taffes et du coup, bah, comme tu l'as dit, tu t'organises parce que tu taffes, mais tu veux aussi faire des activités. Mais en gros, il faut partir du principe, encore une fois, comme tu l'as dit, tu pourras pas faire toutes les activités parce que t'es pas là en tant que touriste, tu es là en tant qu'entrepreneur qui est en train de bosser sur son truc. Et du coup, bah, tu es obligé de bosser, tu vois. Donc, ouais, il fait beau dehors, etc. Mais tu es juste en train de charbonner. Après, dans un autre écosystème, etc., du coup, c'est plus enrichissant parce que, surtout si tu vas à la rencontre des gens, d'autres entrepreneurs, etc., ça peut faire des connexions. Il peut y avoir des trucs hyper cool qui peuvent se créer. Mais il faut pas oublier que, voilà, t'es pas en vacances, mais cependant, le week-end, quand tu veux tu veux te détendre un peu, etc., bah, tu as d'autres activités qui sont proposées. Tu peux aller à la plage, machin est chouette, tu vois. Donc ça, c'est assez cool. Mais voilà, t'as quand même. Enfin, c'est pas soit tout noir ou tout blanc, c'est gris. Donc faut Ouais. vraiment peser le pour et le contre. Être digital nomade, moi je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens, c'est comme entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment bien, d'autres qui aiment pas. Ça veut pas dire que digital nomade c'est un mauvais truc ou c'est un bon truc. C'est juste que, voilà, c'est un rythme, un truc de vie. Mais en tout cas, moi je comprends tout à fait le fait que tu aies annulé tes billets et que tu sois en mode bon, je vais enchaîner sur l'Afrique du Sud, etc. Et j'étais d'ailleurs assez surpris. J'étais en mode ah, mais je savais pas qu'il était parti en mode il revenait plus avant longtemps, quoi. Ah ouais, Mais en freestyle. J'étais ouais, parti ouais, 1 mois, finalement je reste plus que 2 mois ouais, et ouais, encore, si je pouvais, je continuerais hein, honnêtement, ouais, là je rentre parce que, bah, de base je devais partir pour de vrai cette fois, mais, au Canada, à Montréal, ouais, pour, vraiment, rester là-bas au moins 6 mois même. En vrai, je pense en Amérique du Nord, je vais y rester au moins 2 3 ans ok, et du coup, j'ai ça à préparer, j'ai la voiture à vendre, j'ai, ouais, tu vois, mes affaires et tout, voir un peu, mes parents, ma famille, les amis, tout ça avant de partir donc mais c'est vraiment la seule raison qui me pousse à rentrer en France, honnêtement. Après, tu vois, genre, c'est pas le lieu ni l'endroit pour commencer à dire est-ce que la France, c'est bien, c'est pas bien, machin. oui, oui, Moi, tout ce que je sais, c'est ouais, que personnellement, genre, je suis né, enfin, genre, tu sais, tu choisis pas où tu nais, en fait, tu vois. ouais, Donc, genre, moi, je suis né en région parisienne, j'ai passé 25 ans en banlieue. Le ouais, plus que je suis parti du 94 de toute ma vie, c'était genre 3 semaines ou un mois, tu vois. ok, C'est-à-dire, genre là, actuellement, je suis en train de briser mon record de le plus loin de ma vie, enfin, le plus ouais, longue période où je suis monté 9-4, tu vois. Donc, ok, genre, c'est ancré en moi. Vraiment, tu vois, genre, un quart de siècle, la planète, elle est grande. Je vais pas refaire un autre quart de siècle dans les mêmes 7 km², tu vois. Genre, ça fait pas de sens. Et donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai envie de partir. Et la deuxième raison, c'est que, bah, genre comme je dis, tu choisis pas où tu nais. Et moi, personnellement, j'ai aucune affinité avec Paris, hmm, euh, spécialement la ville belle. Ça m'intéresse pas d'y vivre, même c'est même bien le contraire. Je suis vraiment ouais, assez allergique aux halls parisiens, aux apparts avec les moulures, les trucs. C'est purement des goûts personnels, hein, mais ouais, en fait, genre, tu sais, on est souvent en mode comme si on avait l'obligation de dire, genre, t'es né à Paris, t'as l'obligation de reconnaître que t'as de la chance, t'as ouais, l'obligation d'aimer la vie, t'as l'obligation de trucs, et genre tout le monde est là, H24, c'est la plus belle vie du monde, machin. Genre, je suis pas là pour dire c'est la plus belle ou pas, mais la question c'est juste, moi personnellement, c'est pas comme ça, tu vois, genre j'ai pas d'affinité, je trouve pas ça spécialement beau, je trouve pas ça spécialement cool ou quoi, donc il y a des endroits dans le monde qui me correspondent 1000 fois mieux que Paris. J'ai hmm, aucune obligation de rester là, donc je vois pas pourquoi je partirais pas, tu vois. Et finalement, toutes les villes où je vais, que ce soit Montréal, que ce soit Stockholm, que ce soit Cape Town, que ce soit l'île Maurice, bah, la réalité, c'est que je me suis toujours senti mieux qu'à Paris. Donc, je ouais, pense que là, je suis parti. Là, je reviens un mois et demi, mais je pense que je risque pas de réhabiter en France avant au moins une bonne dizaine d'années, hein. Moi, je suis ok. parti en mode pour de bon, là, T'es quoi. parti pour, ouais, t'es parti pour partir, quoi. Ah ouais,
OK. Ah, c'est OK, bon. OK. Bah, en tout cas, ouais, bah, c'est cool au moins que tu parce que après moi je trouve que c'est assez cool aussi de le côté, digital nomade parce que moi, en fait, c'est surtout les rencontres et le fait d'élargir, en fait, ton réseau, tes connaissances et cetera. Parce que en fait, plus enfin, c'est en discutant avec les gens aussi que tu apprends des nouvelles choses et Ouais, cetera, des nouvelles façons de faire des choses et cetera et c'est d'autant mieux quand, bah, c'est des gens qui sont aussi dans la même vibe que toi, en mode entrepreneur et cetera. Parce qu'en fait, on sait tous qu'il y a pas réellement de compétition, qu'au final, en fait, tout le monde peut manger et qu'il faut juste s'entraider pour y arriver, tu vois? mmh, Donc, en mode, si tu peux faire une passe D à un tel, bah, tu lui fais sa passe D et lui, tu sais très bien que ouais, il carrément. va te la renvoyer et cetera. Donc, ouais, donc moi, c'est surtout pour les rencontres et tout et après, c'est aussi, mine de rien, ça, c'est pour les personnes qui veulent monter des sas et cetera. C'est pas en scrollant sur Insta et cetera. J'avais lu le tweet, en fait, il y a pas longtemps, mais c'est un mec qui disait que tu trouveras pas les idées en scrollant, Insta, machin. Faut que tu ailles parler aux gens. Tu vois? Tu vas parler aux Ah, gens et mais cetera. c'est Victor qui disait ça. Ouais et c'est celui qui fait Il me des semble. dessins là, je crois, non? C'est Ouais, c'est Victor. ouais, bah, il disait ça, tu vois? Et en vrai, il a D'ailleurs, raison je et ouais, ouais, c'est un truc, hyper pertinent, tu vois? Les, genre, juste parle aux gens et en fait, des fois, il y a des métiers, genre en mode, que tu soupçonnais même pas, qui ont une problématique de fou, qui ont pas de solution. C'est une petite niche, mec, mais c'est juste qu'en fait, bah, comme personne ne parle aux gens qui travaillent dans ce truc-là et cetera, bah, tu sauras jamais, tu vois? Mais que ce soit ça c'est ou vrai. même pour, Ouais, tu c'est vois, si incroyable. jamais tu as besoin d'un profil particulier, bah, en fait, si tu rencontres de plus en plus de gens, peut-être tu vas trouver un crack en SEO et il va te faire tout ton SEO et cetera et enfin voilà quoi. Mais vraiment Ouais, en sortez vrai, de la ouais, zone de networking, confort, voyager, rencontrer puissant. des gens et cetera. Ça peut être que bénéfique, dans tous les cas. OK, top. C'est ça. Bah écoute, moi je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce que je voulais voir, à moins que toi il y a quelque chose que tu veux ajouter? Bah, écoute, j'allais ajouter un truc sur, les trucs de voyage et tout là, sur, Mmh. l'écosystème, tout ça, mais, j'ai oublié, je crois. Je me souviens plus ce que je voulais dire, donc, on va en rester là. OK. Bon, bah, en tout cas, bah, en tout cas, écoute, bah, écoute, Raph, c'était un réel plaisir de t'avoir, Bah, merci. en tant que 1er invité du Bleeder Interview.